C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce 4e hors-série de Dédale, nous recevons Fanny Payou, productrice des 2 derniers films de Romain Quiraud, Le Dernier Voyage et Apache. Avec son BTS Action commerciale en poche, Fanny s'inscrit au cours Florent et en parallèle décroche un job de standardiste chez Buff. Elle monte en grade et se fait engager en tant que coordinatrice de production pour le premier volet de la saga Arthur et les Minimoys, l'occasion pour elle de travailler avec Luc Besson. Elle décide de quitter Buff, mais Luc Besson la retient pour l'embaucher au sein d'EuropaCorp. Fanny accepte un poste de stagiaire en mise en scène sur la franchise d'Arthur et les Minimoys. Après 9 ans passés chez EuropaCorp, elle part rejoindre l'éditeur Ubisoft pour mener des projets tels que Far Cry, Les Lapins Crétins ou encore l'adaptation du jeu Assassin's Creed. Elle fonde sa société Apache et rencontre Romain qui cherche alors à transformer son court, Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R., en long métrage. Problème pour Romain, il est bloqué car il ne détient plus les droits de son court. Considérant Romain comme le successeur de Luc Besson, Fanny va tout faire pour produire ce premier long, à commencer par renégocier les droits. Prévu au départ aux alentours de 8 millions d'euros, Fanny rassemblera finalement un budget d'1,4 million pour ce film de SF ambitieux. C'est le début des concessions à la fois esthétiques, car il faudra revoir sans cesse la faisabilité des plans, mais aussi sur le confort. Le plan de travail usera les équipes, et Fanny ira jusqu'à remplacer le premier assistant réalisateur parti sur un coup de tête. Écoutons l'histoire du dernier Salut voyage. Flav. Salut Jules. Salut Fanny. Bonjour. D'où tu viens Fanny ? D'où je viens, la région ou mon parcours professionnel ? Parcours scolaire et la région si tu veux. Moi je suis normande, j'ai fait mes études à Rouen. J'ai fait beaucoup de théâtre de mes 10 ans à mes 17 ans. J'ai même beaucoup loupé l'école pour faire des tournées avec une troupe. Et je voulais être comédienne et je voulais faire du théâtre. J'ai eu mon bac très tôt, un bac ES à 17 ans. Enfin très tôt, normal, mais j'avais pas redoublé. Et un peu jeune pour partir à Paris. Enfin en tout cas, mon père ne voulait pas. Du coup, j'ai fait un BTS Action commerciale publique que j'ai torché en 2 ans avec une bonne moyenne pour être sûre de ne pas redoubler et avancer. Et je me suis retrouvée, du coup, à 19 ans, je suis partie toute seule avec mon baluchon dans le 19e, Colonel Fabien, dans un petit 17 mètres carrés, faire mes cours Florent et travailler au Petit Beaufinger le midi pour payer mes cours Florent. Voilà d'où je viens. Du coup, c'est quoi, toi, tes influences cinématographiques ? Mes influences cinématographiques, écoute, je vivais à la campagne et à 9 ans, moi j'avais très peu accès à la télé quand j'étais avant, on va dire 9-10 ans, mes parents se séparaient et après j'avais un beau-père qui avait Canal+, donc c'était genre la découverte pour moi de dingue quand j'avais 10 ans et du coup je regardais les films l'après-midi un peu en secret. Et puis il y avait Léon qui passait ce genre de film, de Luc Besson. Et j'avais le même âge que Nathalie Portman à l'époque, du coup je m'identifiais totalement entre ce rêve de je vais être comédienne et ça me parlait totalement. Et en même temps un cinéma qui me transportait, où je me disais c'est pas possible. Je me prenais des claques quoi. Donc on va dire un univers... Moi, mes influences, c'est plutôt 80. Je vais citer Retour vers le futur, les Gremlins, Indiana Jones, Jurassic Park, les premiers. C'est donc sa petite filature avec aussi le cinéma de Besson dans cette époque-là, en tout cas, quand il proposait des vrais univers, Cinquième élément, même Le Grand Bleu, enfin Nikita, des films quand même d'univers. Et donc, j'ai été bercée par ça et totalement... nourrie à ça, parce que j'ai pas du tout été happée par le film d'auteur, parce que j'y avais pas accès quand j'étais gamine, donc c'est venu très très tardivement, le cinéma français d'auteur. D'accord. Voilà. Et plus par le biais de rencontres avec d'autres personnes, comment t'es venue en fait au cinéma français ? Donc du coup, j'ai arrêté les cours Florent.
Au bout de 2 ans, parce que je me retrouvais pas dans ce cours. J'avais une petite bande de potes super sympas qui étaient issus d'un milieu d'origine un peu simple comme moi. Et la plupart je trouvais qu'il y avait un côté... je me retrouvais pas du tout le côté, moi, provincial, mes racines, etc. Je me retrouvais pas au cours Florent. Et du coup, je suis partie et j'ai travaillé chez Buff Compagnie. J'ai démarré, en fait, ça fait partie de mes petits boulots pour payer mes cours Florent. J'ai travaillé chez Buff en tant que standardiste. Et en fait, je voulais faire des castings, du coup, je me servais de tout le... Je voyais Oliver Stone débarquer, que des gros noms. C'était à l'époque où Buff, on faisait Fight Club, Matrix. Ouais. Du coup, c'était du gros lourd pour moi. Et même Besson qui a démarré au début, je voyais débarquer, etc. Et je me disais qu'en gros, c'était peut-être par ce biais-là. Et en fait, très rapidement, j'ai donc décroché de la partie comédie. Et je me suis retrouvée à filmer Luc Besson avec Pierre Buffin, qui était le patron à l'époque, qui... Comme je faisais plein de petits boulots et que je me lassais, je voulais partir et Pierre Buffin m'avait rattrapé en me disant « Ah, mais t'as un profil super dynamique, tout le monde t'a dans la boîte, on va te garder, tu vas faire de la coordination de production. » Et du coup, je me suis retrouvée à filmer le board de Luc Besson qui était assis et moi au-dessus avec une caméra et je filmais Luc qui tournait chaque page du storyboard et qui expliquait case par case du board au graphiste qui allait après animer Arthur et qui en fait de Luc on l'enregistrait, qui donnait toutes ses explications pour les effets spéciaux. Je me suis retrouvée à faire ça pendant plusieurs semaines, donc j'étais quand même au-dessus de Luc Besson à entendre toutes ces indications de mise en scène. Donc ça a été en fait la découverte un peu de l'envers, de ce côté-là en fait, de me dire waouh, une vision et quand tu décris une action, comment tu donnes des indications et du coup je me suis retrouvée à Pantin à prendre les notes, donc ça a dépassé le board quand on s'est mis à tourner Arthur 1. Arthur et les Minimoys, je me suis retrouvée avec, il y avait 7 cadres, on rotoscopait à l'époque, c'était des vrais comédiens qui jouaient, c'était un dispositif de 7 caméras qui rotoscopait pour les graphistes, qui prenaient chaque angle, chaque action, qui rotoscopait en plus des indications du board de Luc. Et du coup, moi, je m'occupais, et du coup, j'étais vraiment assise à côté de Besson, et il y avait une autre script qui travaillait, on était 2-3. Je faisais un peu ce travail de script, mais pour les effets spéciaux. Donc, chaque indication de mise en scène, je continuais le travail que j'avais démarré au-dessus du board quand je le filmais. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, je me suis occupée des décors d'Arthur et les Minimoys. On maquettait à l'époque. Et nous, sur Arthur, c'était un énorme budget. On allait filmer un peu l'américaine. Et c'était un peu, on essayait une nouvelle technologie, on va dire, entre les effets spéciaux et les maquettes réelles. Où on allait filmer, quand vous voyez le village d'Arthur et les Minimoys, tout ça, c'était fait en maquette dans des hangars à Pantin. Et moi, je m'occupais de ranger tous les plans dans le même axe pour donc après prendre les photos qui correspondaient au plan que Luc voulait en intégrant après les personnages animés qu'on rotoscopait. Donc c'était en fait un boulot et j'ai fait ça pendant 2-3 ans, mais c'est dingue à quel point, mais même en fait parfois ça me dépassait en termes de technique, c'est-à-dire qu'on m'a plongé dans un truc où c'était hyper technique et je peux vous dire que j'ai beaucoup appris, mais je m'emmerdais un peu et je m'emmerde souvent très vite, moi en fait, c'était un peu mon problème. Du coup, de fil en aiguille, sans rentrer dans le détail, j'ai voulu partir pour faire autre chose et c'est comme là j'étais chez Buff Compagnie et à Pantin, Luc m'a attrapé, il m'a dit mais quoi, tu pars pas? Je sais pas, si je pars, tu viens demain rue du Faubourg Saint-Honoré. Et là, je me retrouve pendant 4 mois sur Arthur les Minimoys, stagiaire mise en scène. Voilà. En Normandie, chez Besson, avec 140 techniciens, où je suis, on va dire, la stagiaire mise en scène, mais très proche des comédiens, parce que Luc avait identifié ça chez moi. Donc, je m'occupais de Mia Farrow, de Freddie Highmore, mais j'étais vraiment, c'était à moi qui parlait dès qu'il y avait un truc. J'étais tout le temps H24 avec eux, en fait. On dormait tous en Normandie. Et je m'occupais des comédiens. C'est chez Digital Factory, c'est ça? Ouais, le domaine, t'as Digital Factory qui est sur le même domaine que le château de Luc, et tu as tous les décors d'Arthur qui ont été construits en Normandie. Voilà, et ça, donc c'est le début, on va dire, parce qu'après j'étais du coup interne chez Europa et j'ai fait le tour du monde pour la sortie d'Arthur 1 où on organisait les pré-junkets au Japon, aux États-Unis, les festivals et tout ça. Et je suis partie, après j'ai remplacé la production qui était la Prod Exé à l'époque Avalanche, qui s'était occupée de la partie Exé sur le 1 et moi j'ai remplacé pour faire Arthur 2 et 3. Et du coup là j'ai fait vraiment, j'ai été l'extension de Besson, je m'occupais de tout, quoi. Voilà. Ça c'est 9 ans de ma vie. Ouais. Ça paraît, là je le condense un peu, mais... Ça a l'air quand même palpitant. Ouais, c'était dingue comme époque, c'était vraiment la belle époque, en plus de repas, ultra familial avant qu'on rentre en bourse et tout, donc c'était des très très belles années, puis ça a été pour moi un ascenseur dinguissime, c'est une école à l'américaine, voilà. Qu'est-ce que tu as appris justement d'ailleurs, si tu devais résumer tout ça de ces années passées là-bas? J'ai appris à toujours, dès que j'ouvrais la porte du bureau de Luc, c'était de pas arriver avec des problèmes, mais avec des solutions.
Parce que ça, Dieu sait que... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu, je pense, grandir auprès de Luc, qui m'a vraiment tout appris. Mais, et c'était dans mon tempérament, c'est pour ça que ça marchait très bien. Et c'était en fait, la prod, c'est quoi ? C'est ok, mais en fait, les problèmes, c'est la prod. T'en as toutes les 2 secondes. Il y a pas, en fait, la prod n'est pas du tout un métier où t'es tranquille, où tu penses que... Non, en fait, c'est un combat permanent. Et il faut avoir un peu cette gymnastique du défi, du challenge à résoudre. Et ça, en fait, c'est peut-être ce que Luc m'a le plus appris dans le côté aussi dur du forcené qu'il était, parce que il travaillait 7 sur 7, nuit et jour, c'était, moi j'avais pas de week-end non plus, tu allais au cinéma le dimanche après-midi, t'avais un message où tu te faisais incendier parce que tu répondais pas, parce que lui était en prépa le dimanche et que toi t'avais pas le droit de te reposer, quoi. Donc ça a été une école très dure où je devais répondre à minuit aux Américains alors que j'étais, je faisais des journées de dingue. Donc en fait ça a été le travail avant tout, en fait. C'est un métier, si tu veux y arriver et pousser des portes, c'est pas le réseau, parce que moi, j'ai monté ma boîte de prod, j'avais tout perdu, je raconterai l'aventure, mais j'avais plus du tout ce truc où j'étais chez Europa avec tout le monde qui, on va dire, me sollicitait. J'avais perdu tout ça. J'ai dû tout refaire mon nom, etc. Et en fait, donc ça n'a pas été du réseau pour moi, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de réseau, ça compte évidemment, hein. Mais je dirais que pour moi, en tout cas, la manière dont j'ai créé Apache et la manière dont je conçois mon travail, c'est ce que Luc m'a appris, c'est vraiment en fait se remonter les manches et puis toujours trouver des solutions à tout, quoi. Et en fait, jamais te dire c'est impossible, parce que en fait, trouver des solutions, c'est même un peu, ça paraît bateau, mais c'est plutôt quand tu veux t'attaquer à des choses un peu ambitieuses et différentes, c'est déjà ne jamais renoncer et donc trouver des solutions pour... Il n'y a rien qui est impossible, en fait, rien. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire d'être une femme en tant que productrice ? Évidemment. Complètement. Parce qu'en fait, on me demande, je sais pas, beaucoup plus que ce que... c'est pas, je vais pas parler de comportement, même si j'ai quand même des petites anecdotes et des choses que j'ai ressenties dans ma carrière. Mais en tout cas, pour devenir productrice déléguée, avoir ma boîte, etc., évidemment, on m'a pas regardé sérieusement. Je le voyais très bien. Tout au début, mes premières discussions avec Mara, Maniac, de faire ce dernier voyage, ce film de science-fiction en France, etc., c'est évidemment que c'est passé par mes mots, parce que j'ai eu la force de conviction en parlant de Romain Quiro. Donc quelque part, le film s'est fait parce que j'ai tellement bien vendu Romain, avec ma force, parce que je pense là-dessus, je suis plutôt armée, j'ai quelques armes d'argumentation et de pouvoir bousculer un peu les gens pour les embarquer. Mais c'était vraiment parce que je parlais pas de Fanny Payou, mais je parlais de quelqu'un d'autre qui avait beaucoup de talent. Donc j'ai senti que tout reposait là-dessus. Et du coup, je n'ai pas eu beaucoup d'argent. J'ai même eu 0. J'ai rien eu. J'ai vraiment pas eu assez. Et ça, je pense que ça joue aussi, en fait. C'est qu'en fait, moi, je dois et j'ai dû prouver, mais 1000 fois plus. Vraiment. Ouais. Et puis bon, non, on nous fait pas de cadeaux. Tu penses que ça aurait été plus facile si tu étais accompagné, si la boîte était intégralement, en fait, à deux, avec un... Alors j'ai un associé, moi, qui est génial, qui s'appelle David Danesi, qui du coup, sans lui, on n'aurait jamais fait le dernier voyage, parce qu'il a la société Digital District. D'ailleurs, c'est un peu, on parlait de Buff, on parlait de Besson, qui avait aussi Digital, etc. Moi, c'est vrai que dans mon ADN, est-ce que j'ai gardé Luc ? C'est vrai que le truc que j'ai fait, c'est en m'associant, en montant ma boîte, j'ai dit, je vais pas le faire toute seule, je vais m'épauler. Déjà, David, on avait un historique, j'ai un mec que j'apprécie énormément, avec qui j'avais collaboré avant, sur des projets justement prestataires, etc. Je trouve que c'était un vrai bonhomme, quoi. Un vrai bonhomme dans le bon sens du terme, un mec qui a pas peur, qui est hyper entrepreneur, du coup qui suit les gens comme moi et qui vraiment y croit et fait ce qu'il faut pour. Et du coup, en m'associant à David, c'est vrai que quand je suis en rendez-vous à Cannes avec David, déjà je vois, je sais pas, c'est vrai que d'avoir une présence masculine, il a 55 balais et tout, tu le vois, c'est un Gilles Lelouch, machin, tu vois, il incarne, il a la présence. Et peut-être que ça m'a un tout petit peu crédibilisé au début, dans mes premiers rendez-vous, le fait que je sois adossée à lui. Je pense que ça rassurait beaucoup de monde en se disant, de toute façon, au pire, il y a David Aziz, Digital District derrière. Et du coup, après, moi, c'est mon associé, mon partenaire, on travaille ensemble. Après, je suis vraiment
la seule, on va dire, opérationnelle dans cette structure. Et qu'au final, je sais pas quelle était la question, parce que je sais pas, est-ce que je suis partie. Mais en tout cas, je suis associée. Parce que tu me disais, est-ce que ça aurait été plus facile d'être associée? Je suis associée. Et d'ailleurs, je suis associée avec une troisième personne depuis quelques mois, qui s'appelle Emmanuel Duplat, et qui est venu, qui a pris peut-être le plus gros risque sur le film Apache, qui est en ce moment en salle. Et du coup, Emmanuel Duplat, il croit en la structure. Il voit que c'est dur, c'est un long chemin. Mais en tout cas, il croit en l'ambition et l'envie d'aller bousculer et déplacer encore un petit peu la route. Et peut-être qu'on va encore nous donner tort. Et il faudra peut-être qu'on fasse que des films plateforme pour que ce soit un peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, dans les salles. Mais moi, j'ai pas envie de trop lâcher non plus. Je pense que je continuerai à proposer des choses un peu différentes. Ouais, différentes. C'est quoi un film plateforme? Des quotas d'action. Des quotas de comédie, je parle de données, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, par exemple, je ne vais pas donner le nom, mais c'est vrai que le dernier voyage, on a failli me le prendre en plateforme, c'était à ça. Sauf qu'on m'a appelé en me disant les algorithmes, les machins, j'étais vraiment en mode propal et tout. Les algorithmes, vous n'avez pas plus de trucs dans les rushs d'action, parce que là, ça passe pas la barre de... Et là, j'ai dit, les gars, putain, non, j'ai pas plus d'action, j'ai un film qui a un conte de science-fiction, qui a une ambition différente, qui a un univers visuel ultra fort, mais non, c'est pas le film qu'on a voulu faire en plus, c'est comme ça. Voilà. Après, encore une fois, tu dis ça, je me tape sur les doigts, parce que pour que ma structure marche, il faut aussi que je fasse des entrées, que je travaille avec les plateformes. Donc c'est pas, je dis pas, je n'ai pas de jugement de valeur quand je dis ça, mais du coup, les films plateformes, pour moi, ça répond à vraiment... je pense que Apache, et même Le Dernier Voyage, sont des films plateformes en vrai. C'est que là, ça ne s'est pas encore fait, et je pense qu'on va aboutir et qu'on finira par les faire partir en plateforme. Mais je sais pas, moi, je prends plaisir à... Il y a des films, en fait, qui sont très visuels, où tu as une image, où tout est travaillé, le son pour la salle, quoi. Et ça, moi, c'est encore ce que j'essaye de faire avec des petits budgets, et c'est un peu... Ouais, je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être un peu, encore une fois, être un peu au démarrage de quelque chose qui a déjà existé, ce sont des cycles. Moi, j'ai l'impression de bricoler avec les outils et les moyens qu'on a, avec Romain et les talents avec qui je travaille, mais on bricole, c'est pas j'ai pas honte, quoi, de bricoler comme ça, quoi. Ouais. Mais derrière, on te demande de faire un produit industriel, quoi. En fait, ce qui est un peu dur, c'est que le dernier voyage, où on sait qu'on a souffert, parce que je me suis bien endettée, mon associé aussi, et qu'en fait, on a continué à dire, attends, ils ont fait de la science-fiction, ils vont faire de l'historique en France, parce qu'en fait, moi, j'ai tourné au Maroc, j'avais pas les charges sociales. Donc, en fait, ça revient au même. J'ai fait un film historique, et moi, je trouve que la nouvelle génération du casting que j'ai sur Apache, il claque, et justement, moins, encore une fois, commercial et habituel. Et en fait, je trouve... en fait, on a eu encore une économie hyper dure, quoi. Tu peux nous dire, c'est quoi les risques du métier de producteur? De pas pouvoir verser de salaire à ses équipes, de pas pouvoir payer ses bureaux. Ça s'arrête là, quoi. C'est financier, en fait. Je veux dire, moi, là où je me prends le plus la tête, c'est, en fait, je me prends la tête, je pense, 365 jours sur 365 jours depuis que je gère et que je dirige cette société, que je l'ai montée, en âme et conscience, mais en fait, j'ai choisi tout ce qu'il y avait de plus compliqué, donc faire du film indé ambitieux, avec peu d'argent, et en même temps, être sur une structure, où j'essaye, on est 4, j'essaye que tout soit bien, se sentent bien, et du coup, pour ça, il faut qu'il y ait des salaires qui aillent en face pour consolider une vraie famille, etc. Et qu'en fait, c'est vrai que moi, les week-ends, je suis pas en mode relax, quoi. Je cogite, en fait, jour et nuit, quoi. Jour et nuit, parce qu'en fait, c'est comme tu fais des films à risque, t'as pas d'entrée, en fait, j'ai pas de dividendes, j'ai rien, en fait, donc je jongle sur une trésorerie toute l'année. Et du coup, heureusement qu'on est supporté, que comme on commence à faire nos preuves, y a du fonds de soutien qui tombe. Par contre, quand les films sortent, c'est vrai que Le Dernier Voyage, on a eu un fonds de soutien majoré avec l'ajout d'attente, c'était hyper cool, parce que du coup, on a eu des aides qui ont fait que j'ai pu réinjecter dans Apache. Donc, tu vois, l'argent que j'ai eu du premier film de Romain, j'ai réinjecté dans son film. Mais pour que vous compreniez, c'est que c'est un film à 4.2 et que moi, j'ai mis les frais généraux, qui sert à payer des bureaux et justement les employés, les frais généraux, les imprévus, le salaire producteur, tout ça, je l'ai mis en participation dans le film, ce qui fait qu'il y a 0 qui ressort. Donc, et c'est en économisant sur le tournage, parce qu'en fait,
je digresse un peu, mais pourquoi on arrive à faire des films comme ça avec Romain? Romain est très talentueux et se servira toujours d'une contrainte comme un ressort pour en fait créer des choses qu'on n'avait pas forcément, qu'il n'avait pas écrit. Finalement, il va te le transformer, il va transformer la contrainte financière en truc super cool, qui est dans Apache, une scène qui est géniale, qui est en noir et blanc, mais je ne vais pas vous le raconter si vous n'avez pas vu, qui est le zoo humain, où finalement il a fait passer nos comédiens dans des vraies archives en 35, et ça a créé un truc complètement dingue, et tout le monde en parle de cette séquence, parce qu'on n'avait pas les moyens de se taper un extérieur avec un truc un peu fou, donc on l'a transformé. Et moi, à l'inverse, ça a été de faire les repérages. J'ai pas pris de repéreur pendant 3 semaines. J'ai fait les repérages sur Apache. J'ai négocié tous les salaires pendant 2 mois, alors que j'avais même pas encore tout le financement, avec tous les techniciens que j'ai forfaitisés en disant les gars, c'était toujours les mêmes qui étaient là, mais en gros, voilà, on a ça, on n'a pas plus. Est-ce que vous êtes prêts ou pas, quoi? Sinon, je sais, et puis on arrête le combat. Bah, bien sûr, on nous suit. Les décors, j'y suis allée, mais voilà, c'est des bras, pas des bras de fer, parce qu'en fait, au final, les gens, quand ils entendent et qu'on prend le temps de raconter quelle histoire on a écrit, celle qu'on veut raconter, celle qu'on veut filmer, en fait, ils se comprennent, et puis quand on monte tous les papiers, tous les chiffres, que c'est transparent, en fait, on bluffe personne. Donc, en fait, c'est aussi pour ça. Mais du coup, ça use beaucoup aussi, parce qu'en fait, t'as toujours l'impression d'être un peu marchande de tapis, de quémander, dans un univers où, en fait, t'as des films qui sont financés à 20 fois plus, où tu vois où va l'argent, et ça, c'est parfois un peu le malaise du marché français. Voilà, de voir un peu certains discours, des gros très implantés qui ont un discours sur la prod. Ouais, mais les producteurs, ils se rendent pas compte, ils font mal leur devis. J'étais là, enfin moi, je citerai pas de nom, mais c'est vrai que t'es là, bon, ok. On n'est pas du tout assis sur le même banc, quoi. Tu continues de solliciter les conseils de... Enfin, est-ce que tu sollicites les conseils de Luc encore de temps en temps ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que Luc, on a eu chacun, voilà, Moi, j'ai été débauchée par Ubisoft en 2011. Bon, ça n'a pas forcément plu. Sans rentrer dans le détail, il n'y a pas de fâcherie ni rien, mais c'est vrai qu'on s'est... Après, Luc, il m'a rendu 1 ou 2 services à la Cité du Cinéma. J'avais un clip à tourner pour Mathieu Chédid, pour un chanteur un peu connu qui accompagne Mathieu Chédid. On avait fait tourner Lambert Wilson, Alexia Giordano, etc. On avait fait un clip qui s'appelait Papillon Bleu. Et du coup, tu vois, Luc, il m'avait dit va voir avec la Cité, pardon. Et donc, voilà, et puis il a rencontré Romain, Luc. Donc, il voit un peu, on va dire, entre guillemets, la descendance. Il a identifié comme moi, je pense que Romain lui ressemblait pas mal. Parce que moi, Romain, je l'ai repéré sur ses courts-métrages. Et en fait, ça a été fulgurant. J'ai eu un mentor qui s'appelait Luc Besson, j'ai vu le travail de Romain, il avait 32 ans, j'ai fait ah ouais, en fait voilà, ça n'a rien à voir, il y a 2 générations, mais c'est peut-être moi qui justement vais tirer Romain là où Luc, enfin tu vois, il y avait un truc espèce de truc logique entre Luc, Romain et moi, et donc Luc a rencontré Romain. Pendant que j'étais en repérage sur Apache, d'ailleurs, il m'a quand même fait sortir ce qu'il avait décidé de rencontrer Romain tout de suite. Du coup, je me suis fait ponder pendant mes repérages. Pour que Romain aille voir, c'est quand même la régisseuse de mon plateau qui a emmené Romain rencontrer Luc. C'était assez drôle, mais assez bizarre comme à vivre, en fait. Et justement, on avait la question, est-ce que tu avais un mentor? Est-ce que ça serait Luc alors, Ah oui, complètement. Ou est-ce que tu avais quelqu'un d'autre aussi Non, Pierre Buffin, c'était mon premier patron, incroyable. Okay. C'est incroyable. Parce que c'était, je sais pas, en fait, c'est des mecs je dirais à l'ancienne, mais pas du tout de manière péjorative, mais en fait, c'est des gros bosseurs. Comme les grands, en fait, qui réussissent, quoi, qui font des choses. Buff Company, quand tu regardes ce qu'a fait Buff Company, c'est dingue. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était précurseur, c'était révolutionnaire à l'époque. Pour des VFX français, c'était à un niveau, et encore une fois, c'est des softs en interne qu'il a créé. Enfin, c'est des tronches, quoi. Des tronches et des mecs, en fait, qui ont en fait une vision sur un métier et qui, en fait, voilà, on parle souvent des Américains et bon, je m'identifiais quand on disait nos racines et qu'est-ce qui me parle. C'est vrai que quand on parle de ce qui se passe outre-Atlantique et des modèles comme Spielberg et puis même, enfin, je veux dire, des grosses boîtes d'effets spéciaux qui font des trucs de ouf. C'est vrai qu'en France, il y a Besson, il y a eu Buff à l'époque. J'ai démarré en fait avec ces gens-là pendant 10 ans, donc c'est vrai que ça m'a donné une certaine déformation ou formation dans le bon sens, qui est quand même très spécifique. Je me sens pas du tout, je me sens un peu différente, un peu en marge en fait. D'accord. Tu aimes bien le cinéma de Jean-Pierre Jeunet? J'adore.
Je me sens... D'ailleurs, là, je développe un film qui s'appelle Cœur fou, qui est un premier long-métrage d'Axel Courtière, qui avait fait Belle à croquer. Et en fait, ce sont des univers Wes Anderson, Jeunet, Caro, qui travaillait beaucoup chez Buff à l'époque aussi, j'étais là-bas. Non, je suis... tu avais peut-être une autre question? En fait, c'est juste parce qu'en fait, j'ai redécouvert très récemment La Cité des Enfants Perdus. Qui était donc avec les effets de chez Buff, et qui est produit par une productrice qui s'appelle Claudie Ossard. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si justement il n'y avait pas une productrice aussi comme mentor, où tu as toujours eu en fait justement, parce que c'est vrai que c'est eux qui étaient toujours mis en avant, ces réalisateurs, producteurs. Après donc il y a quand même un truc assez, tu vois, donc je disais tout à l'heure Luc Machin, mais j'ai été débauchée par Ubisoft, donc j'ai quand même travaillé 6 ans au sein d'Ubisoft, donc jeux vidéo où j'adaptais les licences au cinéma. Série télé, je me suis occupé 6 ans de la licence Lapin Crétin. Et Far Cry aussi. Far Cry, ouais, t'as vu la web série où là je suis parti sur un truc kamikaze, mais qui me ressemblait pas mal en fait, qui était fou furieux avec le mec de Kick-Ass, Christopher Mintz-Plasse, et on a fait un truc complètement barré. On est parti 4 semaines. J'avais eu feu vert de Yves Guillemot avec ses équipes. On est parti en mode kamikaze là-bas, puis on a fait une web série complètement starbée, mais qui était complètement indé, et enfin moi que je trouvais folle en fait, et vraiment cool en fait. Et du coup, c'est vraiment drôle. Et ça a été une de mes premières aventures, on va dire, indé, autonome. On m'a dit, vas-y, carte blanche, fais buzzer le jeu. Et en fait, je me suis éclatée à faire ça, et c'était barré. Alors, donc, je vais plutôt sur des trucs un peu, moi, qui vont me faire marrer, quoi. Marrer, en fait, à produire, ou en fait, je crois que j'aime bien le fun, j'aime pas quand on se prend au sérieux, j'aime bien les films popcorn, où j'aime bien les trucs, en fait, où tu profites, et qui répond aussi à ce que, enfin, je pense que les gens se déplacent, c'est 14 €, tu vas au cinéma, t'as envie d'en avoir pour ton argent, entre guillemets. Pas forcément de te triturer le cerveau, pas forcément. Alors tu peux. Je suis une grande fan de plein de films où tu tritures un peu le cerveau, au contraire. C'est pas que ça, mais en tout cas, quelque chose qui te laisse une trace, quoi. De manière générale, avec tes auteurs, tu interviens pendant l'écriture ? Ouais. Beaucoup. De quelle manière ? Beaucoup. Écoute, déjà, au tout début, ça a été un exercice, c'est peut-être l'exercice le plus fastidieux pour moi. En tout cas, quand j'ai monté ma boîte, c'est le temps de lecture et en fait l'assimilation de... Je suis très instinctif, je suis très visuel, donc si je lis un truc et si je le vois pas, je vais le lire 3 fois, je botte en touche et en fait je le vois pas. Et donc il y a beaucoup de choses que j'ai limite avortées et tout en mode pas de vision. Donc j'ai besoin d'un univers, quelque chose qui me parle, ça c'est mon truc déclencheur. Ça c'est pour te parler du début. Donc en fait au début je lisais, mais comme je disais des trucs qui me plaisaient pas, j'accrochais pas et je me remettais en question sur en fait ma capacité à appréhender un scénario en fait, en disant même, tu vois, j'ai jamais été fiche de lecture quand j'étais même chez Europa et tout. Moi j'étais terrain, prod exé, mise en scène, direction des voix, en fait très dans l'action. C'est un peu mon tempérament, très dans l'action. Et ça a été un peu la douloureuse pour moi. Du coup, c'est vrai que le dernier voyage, on l'a fait très vite en mode coup de poing avec Romain. Par contre, forcément, les pressentiments que j'ai eus quand je lisais le scénario, après, on n'avait pas beaucoup d'argent. Effectivement, on n'avait pas de quoi faire ce film à la Besson où on était full action, on devait en fait faire avec ce qu'on avait. Mais je sentais des choses, des mollesses, des facilités que je ressentais, que j'ai appris en tout cas à ne plus garder pour moi. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que je collabore avec Romain, donc Apache, clairement j'en ai eu l'idée originale. Hein. On était en train de tourner le dernier voyage. J'avais moi déjà envie de mon côté de faire un film sur les gangs de voyous parisiens. Et je pensais pas forcément à Romain d'ailleurs au début. J'en avais parlé à un de mes copains, Johan Comte, qui est chez Charade. J'en ai parlé à mon associé. Ça faisait plusieurs dîners que je parlais de ça. Revenait, je vais faire un film sur les gangs de voyous. Au début, je voulais me faire un gang avec des filles, tu vois, mais ça avait déjà été fait par Suicide Squad. Mais tu vois, je voulais le refaire un peu comme ça, à la française, un truc de Peaky Blinders, un peu, justement, comme c'était un contexte très masculin où c'était que des prostituées, les filles à l'époque. Et moi, en fait, ma boîte, elle s'appelle Apache parce que, non pas pour les Indiens, même s'il y a un sens dans le nom des Apaches qu'on leur donnait à ces voyous, il y a un sens parce que c'est effectivement les Apaches, c'est le nom des bourgeois, enfin, que leur ont donné les bourgeois parce que le côté sauvage, voilà. Et du coup, les Apaches ont adoré se faire appeler comme ça. Ils l'ont retourné contre les bourgeois en mode c'est trop cool de s'appeler Apache, quoi. Donc, c'était vraiment des gangs de voyous qui semaient la terreur. Et moi, pourquoi j'ai appelé ma boîte Apache, c'est qu'en gros, les filles étaient prostituées, mais c'était les pires. Je
regardes, parce qu'il y a Casque d'Or, qui est le premier film sur les Apaches avec Simone Signoret. Et en gros, la réputation, moi, dans ma tête, je me suis imaginé que les femmes, du coup, c'est vrai, ils faisaient que des armes blanches, des couteaux, des fourchettes qu'elles taillaient elles-mêmes. Et en fait, quand les mecs les faisaient chier, et quand elles avaient des comptes à régler avec même d'autres femmes de d'autres gangs, c'était une boucherie, les gonzesses entre elles. Et en fait, je trouvais ça assez cool. Et au début, j'ai travaillé sur un logo avec ma boîte où j'étais associée avec... avant de faire rentrer David Annecy, je m'étais associée avec 2 personnes. Et du coup, on travaillait, c'était 2 mecs. Et ça a duré 8 mois, donc pas assez pour que j'en parle. Mais en tout cas, moi, je travaillais sur un logo avec cette gonzesse, Apache, avec ses armes et tout. Donc, j'étais vraiment dans cet univers-là déjà. Mais parce que ça avait une symbolique aussi pour moi de créer ma boîte de prod avec cette espèce de rage, de volonté, avec ces gonzesses. Et donc, je trouvais ça cool, les Apaches. Puis j'habite à Montmartre aussi, donc je m'étais documentée, parce qu'ils étaient pas mal dans Montmartre. À l'époque, c'était la campagne, ça s'appelait Les Fortifs. Et tout ça pour dire que sur Apache, j'ai collaboré avec Romain, on a fait, et Antoine Jonin, qui travaille toujours avec Romain sur ses films. Et en gros, là, c'était une vraie collaboration. Alors moi, j'écris pas, je suis incapable d'écrire des lignes de dialogue. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de le faire, ça me travaille. Mais en tout cas, je passais des heures et des heures avec beaucoup d'idées. D'ailleurs, oui, je suis co-auteur sur le projet. Ouais. Tant que tu parles d'Apache, autant parler de l'association avec David. Comment ça s'est passé? Et puis c'était quoi vos envies de départ? David Annecy? Oui. L'envie, c'est qu'en fait, je pense que David m'a connu du temps de Besson et j'avais une certaine énergie qui laissait pas indifférent, je pense. Et que du coup, je pense que mon énergie... avec aussi mon réseau, parce que c'est pas que j'ai un réseau pour financer les films, c'est que j'ai un réseau très solide de talents et de gens avec qui je collabore, parce que d'où mes années, et que je connais en fait tous les maillons de toute la fabrication d'un film, vu que je les ai quasiment toutes faites, de la comédie. On parlait de ça tout à l'heure, mais c'est vrai. Enfin, tu sais, quand tu as toi-même joué pendant des années, j'ai un rapport sur le plateau, parce que je suis sur le plateau, je fais la prod exé, moi je m'occupe tous les jours du film, je fais pas que de financer, je suis même, tu l'as vu dans le making of du dernier voyage, ce qui fait que j'ai un rapport avec les comédiens qui est, je pense, très atypique. Il n'y a pas beaucoup de prods qui font double casquette comme je l'ai aujourd'hui. Et en fait, David, je crois qu'il a envie, et c'est vers ça qu'on tend aujourd'hui, parce qu'en fait c'est long d'arriver, c'est un long chemin d'arriver à faire des films qui marchent et qui prennent et qui plaisent au plus grand nombre. Mais David a envie, parce qu'on se voit, on se parle, je pense, tous les jours, et on a envie en fait de créer un peu ce studio à petite échelle. Mais tu vois, il a Digital District cartonne, et Digital aujourd'hui fabrique tous les effets spéciaux de tous mes projets, donc il y a une synergie, et qu'aujourd'hui, David est en train de monter peut-être un fonds privé aussi pour injecter dans le cinéma et pour continuer à faire ce que je fais un peu avec lui, c'est-à-dire miser sur des talents, faire émerger des talents et faire un vrai travail de preneur de risque là où peu de gens le font, ou du moins une fois que tu l'as fait. Romain Quiro, aujourd'hui, forcément, Gaumont, Pathé, Netflix, tout le monde l'appelle. Tu vois, c'est quand tu as eu cette trajectoire où tu as eu des indés qui t'ont porté, qui ont mis beaucoup d'argent, c'est vrai que là où on ne s'est pas trompé, c'est une vision. Avec David, on a des visions, il me suit sur cette vision. David est convaincu comme moi. Quand on a fait les premières rencontres avec Romain et du travail Romain, il était persuadé comme moi que Romain irait très loin. Quoique face à Apache aujourd'hui, les résultats, c'est que Romain a un talent, a une cinégénie, ce que j'appelle ça, parce qu'il a toutes les casquettes sur un tournage, et pour moi, c'est la relève de Besson sur le côté technique. C'est quelqu'un qui a un peu de la magie, il peut tenir le cadre pendant 30 jours, et c'est lui qui te tire la caméra, et en même temps, il va te border lui-même, case par case, et puis il va aller te monter le film. Il a beaucoup de mal à lâcher, parce que du coup, il écrit, il fait tout. Il est dans le détail, il est tellement exigeant que après, faut qu'on soit exigeant sur encore d'autres aspects, l'écriture notamment, ça, on y travaille beaucoup. On a un 3e long métrage dans des tuyaux avec SND, donc ça c'est quand même la super collaboration. Et là c'est un gros film d'aventure à la Indiana Jones. C'est bien de parler de Romain. Du coup, quand tu le rencontres, du coup, il en est où lui? Il galère, il fait de la pub. Enfin, il galère par rapport à la fiction au long métrage. Hein. Il galère pas dans sa vie. Non, Romain, il tourne outre-Atlantique, beaucoup de pubs. Financièrement, il n'y a pas de problème. Mais il galère, il est bloqué avec un producteur. Avec une personne qui avait les droits en fait de son court-métrage, l'énigmatique Paul W. à l'époque, que j'avais remarqué. Moi, j'ai pas remarqué le dernier voyage. Le court-métrage, j'ai remarqué en premier lieu Gary Cook,
c'est des bouquins là-bas, et c'est Nathan, et moi c'est le truc sur lequel j'ai flashé avec Romain, et c'était totalement ma cam, c'était du coup des gros univers à l'américaine, et il avait fait un truc pour 10 000 €, avec en plus le chef-op avec qui je travaillais chez Besson, qui s'appelle Jean-Paul Agostini, toute l'équipe d'Europa s'était retrouvée à faire ce truc-là, et j'ai dit, putain, mais c'est quoi ce truc à faire avec 10 000 balles et tout, et du coup, donc je le vois, moi, en premier lieu, pour Gary Cook, et après, et Romain, il me dit, écoute, si tu veux Gary Cook, si tu veux les droits de Gary Cook, si tu veux que je te les donne, tu t'arrives à me débloquer, à faire le dernier voyage. Je suis ok, deal. On est parti de là, sur une phrase en mode, tu me fais le dernier voyage, et après Gary Cook, et donc j'ai été débloqué avec un peu de sous la situation, où j'ai acheté les droits du court-métrage à cette personne qui en fait faisait que tout était statique. En fait, il faisait rien pour que Romain... en fait, cette personne-là n'était pas vraiment à sa place, que c'était plutôt quelqu'un de la musique, du coup, qui peut-être n'avait pas assez de clés, et assez de rage, et assez de niaque, et peut-être assez d'armes pour aller vendre un long-métrage. Ouais. Et du coup, on est parti de là, et puis ça a été quand même... c'était plusieurs mois un peu le parcours du combattant. C'est OCS qui m'a suivi en premier. Une fois qu'OCS m'a suivi, j'ai réussi à enclencher pas mal de choses, les ventes en terre, mais tout ça avec des petits montants, donc on n'est pas monté très haut, mais on y est arrivé. Là, tu dis que t'as racheté les droits, c'était juste ça le problème, c'était une question de sous pour libérer Romain, pour que moi je puisse après travailler pour lui, parce que moi j'allais pas travailler sur un projet où j'avais pas les droits. Oui, bien sûr. Donc en fait, comme l'autre personne ne voulait pas, voulait beaucoup d'argent, alors je dis mais attends, tu me demandes de donner beaucoup d'argent, je sais même pas si moi je vais arriver à le faire. Si tu veux, je vais pas m'endetter, aller hypothéquer, je sais pas quoi. Surtout qu'en plus c'était un cours. Ouais. Donc, oui, non, mais bon, il s'est fait un peu avoir en gros, Romain, sur le contrat. Oui, il a signé des clauses qu'il avait pas lu. Après, il se fait avoir. Vite fait. Ils auraient mieux dû regarder avec les agents, les avocats. Bon, ça, c'est chacun. En tout cas, ça a été. Mais bon, quand tu démarres dans ce milieu-là, tu vois, quand t'es dans l'artistique, en fait. C'est normal que tu fasses pas gaffe à tout, en fait. Ça arrive. Donc, c'est pour dire que oui, pour la modique somme de 30 000 €, j'ai racheté les droits, ce qui était vraiment pas rien, parce que moi, sur ce film-là, on s'est endetté. Donc, c'est vraiment de l'argent que j'ai pas eu pour fabriquer, mais que j'ai dû donner à cette personne-là pour essayer d'en faire quelque chose. Ouais. Donc, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Déjà, la grosse prise de risque du départ, Et là, Romain, donc là, on en est là où les droits sont rachetés. Il a déjà le long, Romain, ou est-ce qu'en fait, il est en train de le développer ? Il avait un scénario, D'accord. Ouais, que j'avais lu. Dans les mains et on n'était pas loin de ce qu'on... Non, il y a eu un an de travail avec Laurent Turner, Antoine Jonin, et puis en fait ça a été surtout avec aussi Grégoire Melin, Kinologie, les ventes inter, qui est passé pas mal avec nous sur le scénario, qui est un ancien de chez Besson. Voilà. Et en gros, en fait le gros travail se faisait surtout que j'avais pas d'argent et qu'on devait écrire un truc qu'on allait réussir à faire. Et c'est là que David, mon associé, il a été fou en mode il a tout mis en participation. Et on va dire que un tiers du film a été financé par Digital en apport en industrie, ce qui lui a donné 50% du film. Et là, Digital District a 50% des droits du film. Vous aviez estimé le budget donc du dernier voyage à combien ? Les premiers devis, quand on s'asseyait autour d'une table, on était à 7-8 millions. D'accord. Et en fait... donc combien d'effets spéciaux ? À l'époque, je sais pas, il devait y avoir pas loin de 2 millions, un truc comme ça. Mais en fait, ça, le dernier voyage en vrai, tu le fais dans un truc normal où tout le monde, où t'as un poste t'as une embauche par poste sur des films classiques avec les mêmes heures, pas de dépassement et tout. T'arrives vite à 5-7 millions sur un dernier voyage. C'est que là, je te déroule le devis et je te déroule la multiplicité des postes que j'ai pu prendre, qui fait que t'économises. Même sur Apache, je me suis pas versé de salaire de prod exé, alors que c'était vraiment mon métier. Ok, donc c'était quoi redéroule-nous le plan d'attaque là. Donc du coup, quand vous avez commencé par OCS, c'est ça ? Donc Cannes d'abord, Vente Inter, Kinologie, qui est une super belle boîte de vente internationale, et lui était très intéressé, même si quelques mois avant il m'avait dit non. Mais j'ai rien lâché, j'y suis retournée à un dîner qu'il organisait. Je suis allée avec Romain, un peu au forceps. Et du coup, il a rencontré Romain, il a vu un peu le bonhomme, ça joue, l'humain. Il dit, Fanny, elle a peut-être senti un truc. Je vais quand même relire le scénario. Puis le lendemain, vous pouvez venir avant midi dans le bureau ? Ok, on arrive. Ok, donc on le met au chaud de ce côté-là. Après, j'arrive à Annecy, parce que je m'occupe aussi dans ma boîte, je fais de l'animation, donc je vais au festival d'Annecy, et là, j'ai des amis d'écran total qui disent, on va te mettre à la table de Boris Duchesnay, au CS, que j'arrivais pas à le choper, il me répondait pas à mes mails.
Et puis démarre le dîner, il me voit comme ça, que j'avais envie d'aller lui parler. En fait, j'étais folle de rage parce que j'avais envie de balancer mon truc, de pitcher mon film, qu'on m'écoute. Et en plus, j'avais Jean Reno qui s'attachait au projet et tout, donc j'avais soufflé par une espèce de vent d'énergie, de trucs qui me correspond. Et le mec, il voit, il me dit non, je sais Fanny, je sais qui t'es. On n'en parle pas ce soir, on se verra. Et en fait, ça n'a pas loupé. Bon, on a bu 2-3 verres, je me suis mis à côté de lui, je l'ai pas lâché pendant 3 heures. Pas lâché. En fait, en mode, je l'ai pas lâché. Parce que sinon, tu l'aurais pas revu. Non, mais c'était le moment où, en fait, il fallait que je raconte mon énergie, d'où je venais, qui j'étais, ce que je voulais faire, et que c'était le moment, quoi. Et en fait, je l'ai saisi, quoi. Et en fait, il nous a reçus avec Romain, et ça a été le premier à dire, bon, ben, t'auras pas ce que tu m'as demandé, mais t'auras la moitié. Et là, on est sorti avec Romain, c'est dans le making-of du dernier voyage. On avait l'impression que le film était fait. La bonne blague. C'est bon, on a un quart du budget au CS, et là, ouais, c'est bon, on a fait le film. Mais pas du tout, c'est le début des emmerdes. Non, c'était chaud. Et donc après, j'ai pas eu de distributeur, et j'ai un peu forcé la main à quelqu'un 15 jours avant le tournage. J'ai réussi à avoir un distributeur, j'ai eu des Sofica qui m'ont suivi, c'est ceux qui prennent, en fait, qui mettent des sous et qui vont couvrir les frais d'édition, qui sont le marketing des ventes du distributeur français, qui vont couvrir une partie du MG Inter. Tout ça, mis bout à bout, j'ai eu 1,4 million, mais j'avais pas de distributeur, et en fait, si t'as pas de distributeur, tu peux pas partir tourner en France. Et en fait, j'ai arraché un mandat avec 0, donc j'ai eu 0. J'ai eu un distributeur qui a signé. Ok, je suis distributeur de Le Dernier Voyage, mais je mets 0 voilà, pour changer. Et puis en fait, je savais qu'il aimait pas le film, parce que de toute façon, il l'a fait, parce que... D'ailleurs, ça a été filmé, on l'a pas mis dans le making-of, mais c'est un coup de fil que j'ai eu pendant 1 heure. Et on était en haut-parleur, et Romain, il m'a regardé. En fait, au début, c'était non, mais à la fin du coup de fil, comme avec OCS, il m'a dit oui, le gars. Et Romain était là, donc là, c'était juste en fait à la rage, à la niaque, mes arguments. Et là, on s'est regardé, on a raccroché, le mec a dit oui, c'est bon, on peut faire le film. Et après, il fallait convaincre les banques du cinéma qui sont Cofi-Ciné ou Cofi-Ciné ou Cofi Loisirs. Et eux, il fallait qu'ils escomptent les financements externes, parce que c'est ça la difficulté. Une fois que tu as des contrats où on va dire machin, il faut qu'après, que tu aies l'argent pour payer le tournage. Donc, il fallait que j'aille convaincre une des banques qui ne me connaissait pas, petite boîte à risque, sous-financée. J'ai un peu baratiné sur plein de trucs et j'y suis arrivée, donc ils ont escompté. Et en fait, ça a été... et donc le distrib est parti, quand il a vu le film, une première fois, il nous a quittés, puis on est reparti avec Tandem, qui du coup a eu la folie de nous suivre, mais qui a beaucoup aimé le film, Le Dernier Voyage. Et ça a été une belle aventure, ce premier film, avec toute l'équipe de Tandem. Mais ça a été... c'était chaud. Subsidiaire. Je l'ai noté comme ça. Comment calculer le montant de la participation au budget des distributeurs diffuseurs t'as un plan de financement, tu regardes les pourcentages en face. Tu veux savoir quoi exactement? Non, mais c'est une question qu'on... C'est-à-dire... Non, mais... Alors, attends, mais la question c'est, qu'est-ce que ça représente un minimum garanti? Donc, le minimum garanti, c'est ce qu'on va te... Je sais pas, je vais donner un exemple, je dis n'importe quoi. Gaumont, c'est pas un mauvais exemple parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Moi, je sais jamais avec des gens qui mettent de l'argent. Ça va venir. Qui distribuent indé, qui te mettent entre 0, donc c'est mon cas, et allez, on va dire 120. 150 qui peut être, on va dire, les montants cool des distrib indé quand il y a un cast et que tu es un producteur établi qui parce que moi, le problème, c'est qu'en fait, comme je suis habituée à faire des films... qui paraît cher mais pour pas cher, en fait, du coup on se dit, c'est ça, je voulais le dire tout à l'heure, c'est qu'en fait tout le monde se dit, attends, elle a su faire Le Dernier Voyage avec 1,4 million, attends, c'est bon, ça va aller, avec ça elle va se démerder. Ça a ses limites en fait, ça a vraiment ses limites. Et en gros, tu veux savoir combien ça représente sur le pourcentage global, je sais pas... comment tu le calcules en fait? Oui, parce que toi, quand tu fais tu fais ton devis, donc tu marques en gros distributeur temps. En fait, t'as des usages en fonction de ton budget. En fait, tu as des usages, si tu as un film à 3 millions, 3,5 millions, tu as toutes tes cases avec la mise en participation du producteur qui va, donc des frais généraux, salaire producteur, du fonds de soutien que tu as eu d'un autre film que tu vas remettre, injecter. Moi, ça représente, sur Apache, ça représentait 1 million de mise en participation de ma structure, de tout de mon travail que j'ai généré avec Le Dernier Voyage, entre le salaire que je vais pas me verser parce que je veux absolument que ce film se fasse, qui est le cas d'Apache, j'ai mis 1 million sur un budget à 4,2. Donc c'est beaucoup. Et t'as un distributeur, Tandem, ils ont mis 50. Après, j'ai eu par miracle un fonds privé
2 fonds privés sur ce film qui y ont cru. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très dur de financer des films indés en France, quoi. Quand tu fais très très vite le tour. Les Pay TV, si t'es pas hyper connecté avec Canal et tout, ils viennent parce qu'ils apprécient ton travail, mais ils vont te mettre un petit guichet, un peu sur le contexte. Elle a su faire ça, donc avec 100 000, 150 000, ça va aller, alors que je devrais avoir 400 ou 500 000 euros de leur part en première Pay TV. Donc, quand tu regardes le plan de financement, il fait peur. Et moi, j'ai ramené, en tout, j'ai eu 1,5 million sur les 3,3 millions que j'ai eu pour faire ce film. J'ai eu 1,5 million de fonds privés que je suis allé chercher moi. C'est-à-dire, c'est même pas du circuit du cinéma. Des gens externes qui ont pris des parts de copro que moi je cède en plus. Donc en fait, tu mets tout en participation, tu sers, tu donnes toutes tes parts de film, tu les donnes pour arriver à le faire. Quand tu regardes le tableau, tout à l'heure je râlais un peu, mais tu regardes le tableau de moi, de ma situation en tant que productrice déléguée de film indé, puis je parle même pas des gens que j'embarque avec moi, mais tu dis waouh, c'est kamikaze en fait, quoi. Ça tient pas en fait. Pourquoi vous n'avez pas tourné en anglais ? Pourquoi on n'a pas tourné en anglais Est-ce que ça aurait pas été plus simple pour exporter le film ? Non, Gary Cook, cette série-là, en fait, j'ai signé avec une grosse plateforme pendant 2 ans. Le projet a été gelé parce que c'était vraiment un très, très, très gros deal. Et là, ça s'est pas fait, mais en fait, c'est parce que cette série-là, parce que ça me fait penser à ça, moi, je sais que Gary Cook, pour moi, c'est mon 5e élément. À la Besson. C'est le projet que je ferai peut-être dans 2-3 ans, quand on aura refait 1 ou 2 autres films, et que en fait, je sais qu'avec Romain, on en viendra là. Forcément, on va finir par tourner en langue anglaise, parce qu'on va être un peu épuisé par ce mode opératoire aussi, français, qu'à un moment donné, ça me titille, hein, les moustaches, même si j'en ai pas, mais parfois elles sortent. Non, mais je veux dire, il y a quand même un truc où en fait... ça va même jusqu'à la promo, en fait. Comment en fait, t'es accompagné en France, quoi. C'est quand même particulier, la presse, tout est... Je sais pas, c'est quand même... Et du coup, t'as la sensation que le CNC... Moi, j'ai pas suivi, je suis anti-CNC. Enfin, c'est pas... Moi, j'aime beaucoup, hein. D'accord. J'aime beaucoup, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas encore fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire rentrer dans les comités moi-même... En fait, le problème, c'est que je suis un peu artisane dans mon coin. Et que comme je fais tout, du coup, j'ai pas le temps pour faire de la politique, faire des déjeuners. Moi, je déjeune jamais le midi. Non, je te jure. Et pourtant, dans le milieu, il y a plein de déjeuners. Non, je fais 0 déjeuner. Mais tu sais, je n'arrête pas de me le reprocher, en fait. Je fais pas de dîner, je fais pas de déjeuner, j'entretiens pas. Hein ? Peut-être à Cannes, éventuellement. Je fais que Cannes. Quand j'ai un film à financer. Donc, j'enchaîne, je fais pas de soirée. Hein. Je fais du 8h... 22h avec un apéro qui peut dévier fin de boulot. Je suis pas du tout en mode, c'est en fait en mode putain, c'est là que j'enquille, parce que j'ai l'énergie du marché qui fait que j'enquille, mais non, en fait, je sais je sais bien, tout le monde le fait autour de moi, et je parle du CNC parce que il y a quand même un truc de réseau et tout sur lequel je suis pas du tout, quoi. Et je me le reproche quand je dis ça, parce que finalement, ça marche comme ça. L'avance sur recette jamais, l'aide après réal, alors que je fais partie des films les moins financés depuis 3-4 ans, je l'ai pas, alors qu'il y a tout qui s'affiche au négatif quand tu peux éplucher mes comptes, machin. Non, il y a un truc de... je sais pas, c'est peut-être des typologies ou cinéma. Besson a jamais été aidé. Hein. C'est pour ça. Non, je te jure. C'est que tu l'as pris en exemple, alors du coup. Besson, c'est anti-presse, anti-CNC. Hein. Je me sens un peu proche de ça quelque part. C'est pour ça que je te disais, je me sentais un peu à part par moment. Mais surtout, c'est assez étrange parce que le CNC a ouvert pas mal de nouvelles aides. J'ai fait une table ronde avec Ariane Tuscan-du-Plantier, directeur du CNC, KM, MK2, etc. J'ai fait une table ronde, j'y suis allée il y a 15 jours. Il n'y avait que des jeunes producteurs. Je devais peut-être être en fait la plus confirmée, en tout cas en termes de films, etc. Parce qu'ils avaient soit pas encore produit leur premier long ou en cours, etc. Et du coup, j'ai été un peu virulente pendant 1h30 parce qu'ils ont commencé à prendre la parole. Donc le CNC et les gros groupes. Et en fait, ce qu'ils m'ont raconté, je vais pas du tout descendre leur point de vue, mais c'est qu'en fait, je leur ai dit, j'ai pris la parole au bout de 5 minutes, je dis, mais avec qui vous travaillez en fait ? Avec quel producteur vous travaillez ? Donc soit toujours les mêmes, qui du coup font du fois 30% quand ils bossent avec vous et qui se margent à fond, mais en fait les indés comme moi ou en fait ceux qui ont de l'agnac qui en fait se mouillent et prennent beaucoup de risques, vous les recevez pas, ou alors vous allez recevoir Romain Quiro, c'est marrant, tu sais, ce truc de c'est du milieu où en fait je sais pas, regardez aussi pourquoi Romain où il a arrêté, enfin tu vois, il y a quand même en fait c'est une combinaison quoi, je sais pas. C'est dingue. Et donc le CNC
y a plein de sujets qui m'ont agacé, donc je me suis tue pareil. Mais il n'y avait pas que moi qui étais agacée pour le coup, même Gaumont, etc. était agacé. Ouais. Parce qu'en fait, ils m'ont regardé, ils m'ont dit bah oui, mais il faut aller dans les comités, etc. J'ai dit mais les comités, en fait, c'est 70% de politique. Moi, j'ai pas le temps de faire de politique, les gars, quoi. Ouais, je disais que c'était un peu dommage parce que le CNC, depuis quelques années, a essayé d'ouvrir, soi-disant pour le film de genre, et pour aider aussi pour tout ce qui était effets spéciaux. Je crois qu'il y a une aide. Ouais, je disais, non, mais tu sais quoi, et mea culpa, je les ai eus sur Apache. Ouais. En fait, sur le dernier voyage, j'ai eu 0. Et en fait, même après le film fini. J'ai pris la parole et tout dans l'écran total, j'ai fait une tribune, moi. En fait, j'étais en mode très, très remonté. Très remonté d'avoir fait un film comme ça et de même après, enfin, tu sais, d'avoir eu 0, c'était genre, tu te dis, c'est pas possible. En fait, comment il répartit ce truc ? C'est même symboliquement me donner quelque chose. Mais, je suis indé, j'essaie de bousculer, je fais un film full SF. Donc, en fait, des aides comme ça devrait, enfin, tu devrais même pas ne pas nous donner 20 000 €, c'est même symboliquement. Est-ce que tu payes pas le prix de ton indépendance ou peut-être C'est ça que je vous dis, je m'interroge avec vous là quand on en parle. Le fait d'en parler à voix haute, je me dis bon, et puis il faut faire attention à ça aussi. J'ai pas envie de me sentir en marge de tout. Mais donc j'entends aussi, et ils aident aussi beaucoup de jeunes talents et de jeunes producteurs. Donc oui, ça doit être certainement. J'arrive pas. En fait, je n'ai pas les réponses et eux-mêmes nous les donnent pas. Quand tu dis pourquoi toi t'es jamais aidé, pourquoi. Alors ça peut être que du subjectif, ou que de l'objectivité, j'en sais rien. Je sais pas où la barre se situe dans ce genre de comité. Qui les lit, comment c'est jugé, je sais pas. Et donc en fait, par contre, donc mea culpa, on a été aidés sur Apache. Par contre, on a eu vraiment les CVS, donc celles qu'on a payées, on les a eues. Ok. Donc vous avez finalement réuni le budget, donc 1,4 million avant de partir. En tout, c'était 2,3 millions avec la mise en participation de Digital District. D'accord. Qui a mis 700 000 € sur les 2,3 millions. Donc on a eu 1,4 million de cash d'argent pour faire ce film. D'accord. Et donc du coup avec de la musique ambitieuse quand même. Enfin tu vois en plus. Moi je suis allé négocier morceau par morceau, mais laisse tomber quoi. Les Kim Wilde et les machins, je t'ai fait des. Enfin bon, voilà. Comment vous envisagez les effets spéciaux à partir du moment où vous savez quel est votre budget on les réduit en étant malin quand c'est nécessaire. Ouais. Après, étant quand même partenaire associé à Digital, il y a beaucoup d'efforts de leur part quand ce sont nos films. C'est un peu là que ça rejoint. C'est pas Apache, c'est pas une petite boîte avec Fanny Payou dans sa boîte de sardines et ses 3 salariés. Il y a une vision un peu plus large autour en fait quand même. Et c'est ce qui fait qu'en fait, encore une fois, j'ai dit au démarrage, je pense que sans David et Digital, on n'en serait pas là non plus. En fait, on est une espèce de, je te dis, le mini-studio. David et moi, on est un peu les deux têtes pensantes de cette structure avec maintenant Emmanuel Duplat qui nous a rejoint. Mais il y a vraiment ce truc de se poser sur les effets spéciaux parce qu'on sait que c'est un peu notre atout. Comme on a des films à univers, en fait, on est malin là-dessus. Ouais. En fait, c'est production value. On upgrade tout. Et forcément, voilà, sur Apache, il y a eu forcément des efforts supplémentaires. On n'est pas traité comme monsieur tout le monde, quoi. Comment vous vous mettez d'accord avec David ? C'est-à-dire, c'est un nombre de jours de travail, c'est... Tu parles par rapport aux effets spéciaux, bien sûr, je veux dire. Est-ce qu'il y avait une deadline ? Il y a un nombre d'animateurs disponibles, donc à ce moment-là... Après, écoute, sur le dernier voyage, c'était très particulier, il n'y avait vraiment pas d'argent pour limiter la casse. On a, comme en plus c'est une période particulière, je crois que ça démarrait aussi post-Covid, les effets sont arrivés au moment du premier confinement, etc. Ça a été assez compliqué à gérer et en gros... c'était d'un commun accord, en fait, David avec Digital, ils ont aussi... en fait, j'étais pas encore une fois en mode, on avait dit dans 2 mois, on est livré de tous les effets. C'était en mode, dès que vous pouvez, dès que t'as un trou avec des graphismes, tu prends, tu fais faire du dernier voyage. Tu vois. En fait, c'était hyper souple. Et c'est ce qui fait aussi que Digital a limité un peu la casse, on va dire, optimisé, parce que du coup, on a fait ça sur plus longtemps, sur des périodes un peu plus creuses pour Digital. Quand ils étaient dans le rush, ils mettaient les derniers voyages en stand-by. Tu vois, et c'était ça le truc un peu malin, quoi, aussi. Et puis après, sur les autres films, sur Apache, ou même, j'ai fait un film I Love Grease, là, avec Stacy Martin et Vincent Dedienne, qui est sorti l'année dernière. Ce film-là, pareil, en association avec Digital. On fait un devis sur la lecture du scénario, puis on affine, on se tape dans la main quand on sait qu'on a assez d'argent, sinon on réduit ensemble autour d'une table avec le réal, puis c'est une dire de prod, tout ce qu'on fait tous dans le milieu, quoi. Comment Jean Reno arrive dans le projet du dernier voyage ? Tu l'as vu très tôt ?
Jean Reno, ça vient. C'est toi qui le contactes d'ailleurs ? Je contacte son agent. Je contacte son agent et ça a été assez instantané. Son agent a vu Alexandra Chamis, que j'aime beaucoup, qui chez AS Talent a vu tout de suite à la lecture du scénario, a tout de suite vu là où on l'a rencontrée à Cannes du coup. Pas Jean mais Alexandra, et forcément c'est passé par elle. Elle a un poste important et du coup je venais de chez Besson, Jean, je l'avais déjà croisé, donc je pense que la manière dont elle a raconté l'histoire à Jean, une ancienne de Besson, Fanny, puis moi j'étais aussi très amie avec son fils, Jean, Mickaël, etc. Enfin, il y a une espèce d'alchimie de ces concours de circonstances où en fait le dernier voyage, je pense, ça lui a rappelé le dernier combat à Jean. C'est comme ça qu'il l'a reçu quand il a lu le scénario. Et du coup, Jean, on l'a rencontré après à Paris avec Romain et Hugo. Et puis il y a eu le coup de cœur humain qui a fait qu'en fait c'était bon, on y allait quand on le faisait. Et puis ça a été une merveilleuse aventure d'avoir Jean sur le tournage pendant 10 jours à Casablanca, qui est son pays de naissance, donc c'était assez touchant. Il n'était pas retourné depuis, il est venu tourner pour la première fois sur les pas de là où il était né, et c'est un truc qui le stressait beaucoup parce que c'est un peu l'enfant du pays là-bas, donc en fait une grosse cote de popularité, et même en termes de logistique c'était pas évident parce que tout le monde a eu un peu le vent que les gens arrivaient, et du coup c'était un peu galère. Mais c'était aussi très joli parce que du coup les seuls moments qu'il a eu de off, il retournait un peu en intimité sur là où il venait, et c'était touchant. Du coup on dînait avec lui tous les soirs, il y avait une puis forcément, nos anecdotes, Luc, tout ça. C'était un moment un peu privilégié. Ouais. Il y avait des sujets de conversation cool. en commun. Dans le making-of, Romain dit que jusqu'au premier jour, le tournage pouvait encore tomber à l'eau. Mm-hmm. Tu étais dans quel état d'esprit avant de partir au Maroc ? Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la sortie du film. Jusque-là, tout va bien. Avec les Covid, les machins, jusqu'à tout va bien. Non, j'étais... je sais pas... Méthode Coué. Moi, je suis une machine, en fait. J'ai un mode machine dans ma tête. Machine de guerre. En fait, et puis, il n'y a rien qui m'impacte. C'est genre... À la limite, plus tu vas me titiller, plus ça va être dur, plus je suis là, ok... Et en mode commando. Et je fais beaucoup de sport. Non, pour évacuer. Ouais, mais ça aide. Non, mais je rigole pas. C'est ma... la drogue. Je turbe bien. Ouais, c'est ma drogue. Ouais. Non, je fais beaucoup de sport quand j'ai des moments où je sens que il y a trop de nervosité, justement je suis en mode machine et qu'en fait je suis trop machine, je dépense beaucoup. Qu'est-ce qui aurait été le plus dur en fait dans cette phase de pré-production ? Le montage financier, ça a été le plus dur. Le montage financier en fait. Et puis en fait le fait de vraiment j'ai manipulé les chiffres pour faire en sorte que ça passe aux yeux de tout le monde, mais j'étais un peu rock'n'roll. Romain, je lui avais dit d'arrêter de le dire, a tout le temps dit il y avait qu'une productrice assez folle pour porter ce projet-là. C'est pas que je suis folle, c'est que il y a une espèce de tu es décorrélé de la réalité. La vraie réalité. Et je suis un peu comme ça. Je peux être un peu comme ça, et c'est ce qui peut faire que ça déplace des montagnes et que j'embarque. Je fais beaucoup de choses, mais en même temps, tu vois le résultat, tu dis waouh, c'est chaud quand même. Enfin, ce qu'il en reste, même financièrement et tout, faire gaffe quoi. Ouais. Donc c'est le montage financier, puis après ça a été sur le terrain avec l'équipe marocaine, c'était compliqué. On va y venir. Ça tombe bien. On a perdu le premier assistant au bout d'une semaine. Je me suis retrouvé avec le talkie-walkie dans la benne. Ah ouais, ça commence fort. Quelques bagarres, je me suis retrouvé au milieu pour séparer Romain. C'était cool. C'est pas que du chiquet, ce qu'on voyait des fois. Non, il y a eu du chiquet. Il y a un gros chiquet, Hugo et Romain, enfin nous. Au début, j'ai eu très peur, j'ai vraiment cru à ça. Non, il y a des moments pas filmés, il y a eu des choses un peu vraies, je dirais pas lesquelles. Et il y a eu des choses très coupées qu'il fallait mieux pas montrer. Ouais. Non, parce qu'à un moment donné, on voit Romain. Il y a eu des coups de sang, des gros coups de sang du côté. En fait, l'équipe était géniale. C'est vraiment Franz et tout. C'était un mec génial. C'est le Prodexé marocain. Mais par contre, les équipes étaient pas prêtes. En fait, c'est des équipes qui sont habituées à tourner avec les grosses prods américaines quand ils débarquent. En fait, il y a beaucoup d'argent, beaucoup trop fort. Donc, pas d'heures sup, pas de... Moi, j'ai appelé Romain le chien fou loup-garou. Donc, en fait, nous, tout ce qui nous intéressait, c'était lever du jour et coucher du jour. Donc, tu vois bien les amplitudes horaires où les mecs pétaient des câbles, où il n'y avait pas d'argent pour les payer plus. Et comme c'était un peu on va dire du staff marocain prestigieux,
au bout d'une semaine, ils ont pété les plombs, quoi. Mais pété les plombs, ça a été très loin, quoi. Ouais. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire première mise en scène. Moi, je l'avais fait plein de fois sur Angela et tout. Avec là, lui, quand tu disais on ferme les yeux et on croise les doigts pour que ça passe, par exemple, ça, c'était un peu le genre de truc que tu t'es dit, ça va passer avec les équipes, on croise les doigts? Non, mais moi, j'ai fait... en fait, j'étais blonde avec mes nattes et tout, donc tout ce qui fait qu'en plus, les Marocains, c'était compliqué. Ils m'ont tous respectée parce que je suis restée très correcte, très humaine, et que j'ai fait de l'humain toute la journée, ouais. et puis je portais la régie toute la journée avec eux. Donc en fait, j'étais pas en mode la prod qui était comme ça, regardez derrière son combo, c'est qu'en fait, je m'agitais 1000 fois plus qu'eux. C'est-à-dire, moi, sur le terrain, je faisais leur travail parfois. Ouais. En fait, ce qui disait que tu réentraînais un peu, tu sais. T'avais ceux qui s'engueulaient avec Romain et qui aussi disaient, ah putain, bon, il y a quand même une énergie à, quand même, enfin, en fait, on peut pas rester là et voir Fanny alors que c'est la productrice. Il y a eu un peu ce truc de contre-courant sur le tournage où, tu vois, ça partait en couille puis ça revenait. On était les meilleurs amis, puis ça repartait en couille. Puis les mecs faisaient la fête le week-end aussi. Hein. Donc, ils arrivaient le lundi pour attaquer, c'était pas facile, quoi. Mais on te voit en tout cas, Fanny, dans le. Hein? C'est documenté. Ouais, on voit pousser les bagnoles. On te voit pousser. Ouais. Donc, on te voit la main à la pâte. Mais en général, qu'est-ce qui te plaît en fait sur un plateau de tournage? Ça. C'est l'énergie. Pousser des bagnoles qui ne pas avancer, parce qu'on n'a même pas d'essence. Non, mais moi, c'est vrai que c'est ce que je raconte. Enfin, en tout cas, le post-mortem, ce que je préfère, c'est l'humain. Donc en fait, c'est quand je suis sur le terrain, je suis très très proche des techniciens en fait. Ce que je préfère, c'est j'aime bien les comédiens, mais ce que je préfère, c'est les techniciens. Je m'éclate avec les techniciens, je viens de là en fait. Et Luc est comme ça, hein. Luc est un technicien avant tout en fait. Donc parfois très dur et très exigeant, voilà, quand il a pris la place qu'il a pris dans le cinéma, il peut être très dur avec ses équipes. Moi, je suis pas comme ça. Par contre, je sais être ferme et par contre, non, j'aime vraiment partager des histoires humaines. Mais c'est pas que de faire un film, c'est vraiment d'essayer de se dépasser pour justement que l'aventure elle soit trop géniale et qu'il en reste un truc un peu unique, quoi. Et ça, c'est fabuleux. J'adore, je frôle un peu, hein, parce que quand je dirigeais les voix sur Arthur, j'ai quand même fait ça pendant 2-3 ans où j'étais enfermée pendant des semaines, je te dis, avec Mylène Farmer. Beaucoup de comédiens connus, puis j'ai même fait ça aux États-Unis avec Lou Reed, Iggy Pop et tout. Je dirigeais pas du tout, c'est Luc qui venait, mais je préparais en amont, puis j'étais présente sur des gros enregistrements de grosses stars américaines. J'ai fait pas mal de trucs avec Snoop Dogg aussi, parce qu'on lui a fait faire un clip avec Iggy Pop. Moi j'ai fait des trucs pas possibles. Le mix improbable. Ouais, non, et du coup, j'adore la direction. En fait, j'adore la mise en scène. En fait, je dirais que je pourrais plus me dire que je vais peut-être à un moment donné basculer sur la mise en scène que sur l'écriture. C'est plus ma cam. Okay. Combien il y avait de jours de tournage? Je crois qu'on était à 27. Pas beaucoup. Ou 25. Je vois la question d'après, comment s'est passé le travail avec les équipes marocaines? J'ai toujours... Luc, d'ailleurs, dans ce qu'il m'a légué, alors parfois il m'engueulait, c'est le côté j'anticipais trop. J'ai toujours un truc pas un coup d'avance, mais j'anticipe tout le temps. Mais tu devais être dans cette névrose de te dire qu'à tout moment, les mecs peuvent encore partir à chaque fois que vous deviez essayer d'en demander un peu, tirer sur la corde. Oui, de toute façon, on a eu, je te dis, je redirai pas les noms et tout, mais on a des gens qui sont barrés pendant le tournage. Donc tu avais déjà anticipé que ça allait... qu'il allait avoir quand même quelques couacs? Non, parce que y a eu cet accueil en repérage, en mode tout le monde bisounours et tout, mais j'avais le pif un peu en mode, j'en regardais 2-3 en mode, je sens que ça va rouiller. Puis je connaissais pas encore moi bien Romain, et en fait j'ai dû le soutenir parce que je voyais ce qu'il faisait. C'est peut-être celui qui travaillait le plus comme d'hab sur le film. Il y a moi, il y a lui en termes d'heures, et les gens se rendent pas compte, même les techniciens parfois. Oui, il donne beaucoup sur un laps de temps, on va dire de 30 jours sur un film. Nous, c'est 2-3 ans où en fait, on est non-stop. On a les trips comme ça et tout. Et en fait, je pensais pas que ça partirait autant en sucette au Maroc, mais après, encore une fois, tu retiens pas vraiment le négatif. Hein. En fait, là, vous m'en reparlez, mais en fait, sur une histoire comme ça, tu retiens vraiment le positif. C'est vraiment ce qui reste. Non, c'est vrai, hein, c'est comme une histoire d'amour, quoi. Ou pas, remarque. On voulait savoir s'il y avait eu des imprévus de décor ou autres qui ont fait dépasser un peu le planning de tournage. Ouais. On a tourné dans une mine
je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc noir là-bas qui est vachement exploité, c'est l'enfer en fait. Romain adore la patine, patiner les personnages, etc. Et là, on a passé une semaine, c'était très dur les conditions parce que pour le coup, on était vraiment dans une mine avec des toxicités, des trucs, en fait, ça rentrait partout dans les yeux, les oreilles. On ressemblait à... on était, je sais pas si ça se voit dans le making-of, on était tout noir et tout. Ouais. Et là, en fait, on a galéré, ouais, c'était le bordel, quoi. Enfin, c'était la seule séquence où on avait beaucoup de figurations, beaucoup pour nous. Hein. Donc c'était, en fait, on devait faire un camp de réfugiés. Donc, tu vois, d'ailleurs, je joue dedans en réfugié. Ouais. Le premier plan du film, c'est moi et mon associé David. Il m'avait fait en rousse, je suis comme ça, tu me reconnais pas, mais il voulait me faire en Mad Max, Romain. Donc j'avais oublié ça, putain. En fait, ouais, c'est pour les premiers plans du film, ça. Ouais, c'est le générique début, en fait. C'est vachement bien fait. Tu me vois avec David. Ouais, il est trop cool, ce truc. Et du coup, là, c'était bien galère, parce qu'en fait, les particules, les caméras, je sais pas, c'était le bordel. Puis il y avait beaucoup de vent, il y avait une tempête de vent, ce qui fait qu'il y a un hangar avec les portes qui s'étaient effondrés. Qu'est-ce qu'on a eu Non, ça a été à peu près, en fait, quand même. Une anecdote avec un pacha qui, à un moment donné... Je sais pas si... En fait, il y avait la séquence dans le cinéma, et Romain raconte en fait dans le commentaire audio que vous n'aviez pas pu tourner de la journée. En fait, là, vous avez dû attendre hyper tard. Et visiblement, tu as réglé le conflit. Ah mais non, mais c'est ça. Mais ça, c'était dramatique. On a perdu une journée avec la gamine et tout. Ouais, exact. Oh là, c'était de la politique, ça. Putain, t'es comme quoi, tu vois, la politique. Non, c'était grave politique. On a été bloqués par la police. Et en fait, on n'y arrivait pas, on débloquait pas la situation, on risquait un peu gros. Et en fait, sans que même personne ne sache, je crois, de mon dire prod et de mon producteur exé marocain, donc celui qui aurait pu aller en prison, machin, j'ai fait tourner en loose day dans le cinéma alors qu'on n'avait pas le droit de tourner. C'est-à-dire que moi, j'espionnais dehors avec quelqu'un avec qui j'étais complice et je tournais quand même, personne ne savait même des postes qui en fait étaient engagés, de dire prod et tout. Personne ne savait où vous étiez, quoi, en fait. Ouais, on était dans un cinéma enfermé, mais du coup, j'avais mis quelqu'un avec qui je m'entendais très bien à la porte en mode discret, relié en Toki, et moi je faisais tourner. Ouais. Oh la vache. Et en fait, heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais eu cette séquence. Et pourtant, c'était un lieu dont vous aviez l'autorisation C'était à cause de quoi ? Je sais plus. Non, mais ils avaient décidé de venir... Ouais, mais en fait, un truc certainement mal géré par mon prodexé marocain qui a passé baliser le truc. Et en fait, règlement de compte, il y a beaucoup de tournages au Maroc. Le mec a décidé de faire chier, qui était vraiment politique. J'avais même appelé Jamel Debbouze, d'ailleurs, qui était que je connaissais bien, et qui pouvait rien faire pour moi à ce moment-là. Je me souviens du message de détresse. Jamel, tu peux pas m'aider, machin. Et j'ai dit, mais appelle un tel. Puis ça va rien donner. Du coup, j'avais fini par le faire en mode pirate, quoi. Voilà. Ok, donc alors, post-prod, donc plus d'argent, hein, Romain le dit bien pendant dans le making-of, plus d'argent, donc lui il part au montage. Il y a vraiment plus d'argent d'ailleurs. Une fois le tournage terminé. Romain, je l'ai payé en tant que monteur quelques semaines, pas assez, et puis effectivement, en fait, il n'y a pas d'argent, ouais. Moi, je me suis arraché pour avoir des purs morceaux qu'il voulait, que je voulais aussi, pour rien du tout. Je pense que pour le coup, non, il n'y a plus d'argent. Plus d'argent. Et du coup, tu suis un peu le montage avec lui, comment ça se passe ? Ah oui. Non, je reçois beaucoup de versions, mais on a aussi Kinologie, Grégoire Melin, du coup, qui faisait Vente Inter, qui était plutôt école Besson et tout, donc qui nous a aussi rythmé le truc, enfin qui a donné plus de cadence au montage. Mais moi, je suivais avec Romain, ouais, sur les choix de prise. Après, c'est tellement organique, tellement compliqué en fait. T'as tellement d'avis en fait sur une chose. Mais Romain est parti seul faire sa première version. Romain, je lui ai installé une petite pièce à l'époque où j'étais rue de Rome dans le 8e, chez Digital. On avait nos bureaux, on avait 30 mètres carrés avec Apache, c'est une toute petite salle de montage où Romain il montait là-bas. Mais par contre, je lui ai trouvé plein de mecs, plein de gens super qui lui ont donné plein d'avis, des gens avec qui j'ai travaillé, du temps de repas, des super monteurs. Et puis le frère de David Danesi qui s'appelle Samuel Danesi aussi qui monte, qui a donné son avis, Michael Dumontier dit Flipper qui a été formé par Besson, d'où le surnom de Flipper, qui nous a vachement aidés. Toujours pareil en fait, il y a dans le négatif en fait le côté humain, technicien de gens en fait qui sont là. Et je parle même de Guillaume Bouchateau qui est en fait, tout le monde a fait un effort. On est suivi avec Romain par des techniciens sur la partie post-prod qui sont
Titra, c'est un gros studio qui s'occupe du son. Ce sont des amis à moi, ils m'ont vachement aidé. Après, ils m'ont aidé parce qu'ils m'ont fait régler des factures sur 2-3 ans au lieu de tout payer d'un coup. Vincent Cosson, qui est un super mixeur son, qui a fait aussi les bruitages, etc. avec Greg. Ce sont des techniciens qui ont tellement travaillé, donné tellement plus d'heures. En fait, voilà, ils ont tous forfaitisé, fait un effort. On a eu des trucs gratuits, en fait. Guillaume Bouchateau, qui est le sound designer de tous les films de Luc, qui nous suit avec Romain, qui a fait aussi Apache. En fait, il y a de la fidélité. Aujourd'hui, sur Apache, ces gens-là, ils ont été payés, on va dire, à la hauteur de leur travail quasiment. Donc, ça se récupère. Mais c'est vrai qu'il y a eu, sur le dernier voyage, beaucoup d'efforts consentis de ces gens-là et pour le coup, de soutien. Vous avez fait des projections tests, alors du coup je parle pas auprès d'un public neutre. Non, mais je parle pas de monteurs ou de trucs comme ça, mais est-ce que vous avez projeté à des gens, vous disant ok, ces gens-là sont neutres, ils savent pas, ils connaissent pas les galères, ils sont voilà. Est-ce que vous avez tenté d'avoir d'avis des gens un peu plus neutres? Non, on l'a montré à... Qu'est-ce qu'on a fait? Bah non, en fait, moi j'avais perdu mon distributeur, donc du coup je cherchais un nouveau distributeur, donc j'ai juste montré à quelques distributeurs. Ah oui. Ouais. Et après, il y a eu juste le public. D'accord. Et une plateforme qui a failli le prendre, c'est tout. C'est-à-dire que Tandem n'était pas encore trouvé, c'est-à-dire Tandem, il l'a pris sur le film fini, en fait. Ouais. D'accord. Donc j'avais 2-3 discussions, dont Tandem qui avait sorti aucun film en tant que distributeur. Donc en fait, il a fait sa sortie. Il a sorti sa boîte en même temps que notre premier film, quoi. Il a surfé là-dessus aussi, quoi. D'accord. Ce qui est assez fort d'ailleurs, parce qu'il avait poussé, je crois, le truc un petit peu. Je sais pas si c'est eux qui étaient responsables d'un petit jeu vidéo qu'ils ont mis en place, je crois. Ça, c'est nous avec Romain, avec une école de Montpellier. Moi, je venais d'Ubisoft quand même. Donc, oui, mais justement, moi je l'ai reçu par Tandem, je crois, ou du moins par le. En tout cas, alors pour tout mettre à plat, je pense que c'est une synergie. Enfin voilà, on a fait ça avec cette petite école. C'est parti de Romain, je pense, qui a été contacté. Après, c'est venu chez moi. Après, on s'est dit, on a fait des réunions. Puis du coup, Tandem s'en est servi comme un outil marketing. Ouais, bien sûr. C'est venu de Romain et moi, ce truc-là. Et puis, avec mon parcours jeu vidéo, c'était le côté synergie où il fallait le faire, quoi. Puis c'est super cool de faire des étudiants et tout qui font un jeu sur ton film. C'est juste trop cool. Concernant les effets spéciaux, suis-tu de près cette étape ou c'était plutôt la partie de David avec Digital District de son côté ou... Totalement honnête, pas assez suivi. Justement, parce que comme c'est David et c'est mon associé, du coup, je la suis, hein. Enfin, je suis, mais en fait, voilà, il y a eu peut-être des dépassements, des choses auxquelles, où Digital a dit oui à tout à Romain, alors que si j'avais été là, j'aurais aussi un peu joué mon rôle de productrice sur certains trucs, fait des arbitrages. Voilà, et ça, on doit le travailler avec David, on s'est dit pour les prochains films, c'est qu'en fait, c'est quand même moi qui gère les enveloppes, les budgets, parce que sur les voyages, c'est atypique, mais du coup, je dois valider un devis, et quand il y a des ajouts, c'est pas que Romain Digital, faut que tu vois, parce que moi, je reçois les factures après, et si je sais pas de quoi on a parlé, et pourquoi, et je dois arbitrer. Ça, c'est un petit truc à travailler, parce que justement, il y a un truc un peu facile d'accès pour Romain aux effets spéciaux, où j'ai un peu du mal à, parfois, choper le truc. Oui, puis il était sur place, alors du coup, ça allait encore plus vite pour la communication. C'était un peu en mode... ah ouais, tiens, avec... ouais. Là, puis Romain, il a tellement raison, puis Luc était comme ça, mais il s'arrêtera jamais, quoi. Il a tellement raison, hein. Mais il y a un moment donné, ce que lui, en fait, voit, il y a des petits trucs sur lesquels on peut quand même lâcher. Des petits trucs. Le film sort le 19 mai. Ouais. Vous avez posé cette date parce qu'il y avait... j'ai remarqué que ça correspondait à des restrictions. Enfin, il y avait des restrictions 30%. Qui avaient été allégées. Voilà. 30%. Donc cette date, elle a été choisie pour ça? Ça a été en mode on n'attend pas, on l'a décidé en 24 heures. En fait, 15 jours avant, on a su que ça réouvrait, ou 10 jours. Mathieu nous a appelés, concertés, on a tous dit, de toute façon, vas-y, on te suit, on le sent, vas-y. On a commencé à regarder quand est-ce que les Américains vont revenir, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça. On y a été tous au culot, c'était le pari gagnant, en fait. C'était le pari gagnant, parce qu'on était on venait de nulle part, quoi. On n'avait pas eu le temps de faire d'infusion, de promo, à part une belle affiche, une petite envie digitale que Tandem avait très bien fait, mais en vrai, on n'était pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas de nom, enfin, tu vois, à part genre Eno, oui, à l'Inter, mais il a été méconnu. Hugo, il avait son public, et pas non plus en mode, tu vois. Donc, en fait, on a fait 90 000 entrées, ce qui était plutôt cool, hein.
D'ailleurs, on n'avait pas posé la question, mais le fait d'avoir Jean Reno dans le casting... Vente Inter. Non, vas-y, pardon. Ta question. Elle répond déjà aux 2 prochaines questions. Ouais, on m'a dit d'arrêter de répondre aux questions avant qu'on me les pose. Bon, vas-y, ça se trouve, je me suis trompée. Non, en fait, je me disais par rapport au montage, au financement, Vente ça n'avait pas été... ça n'avait pas été un moteur pour justement avoir un petit peu plus d'argent. Vente Inter. Si, Vente Inter, ok. Non, mais évidemment, en fait, c'est les ventes Inter. En fait, il n'y aurait pas eu Jean Reno, j'aurais pas vendu mon film à l'étranger. Ok. Pas comme ça, en tout cas. C'était plutôt un succès à l'Inter. Enfin, on va dire que le film, il y a eu des déconvenues sur l'après-visionnage. On voulait plus d'action, on s'attendait à plus du Besson en fait que ce que c'est là, trop poétique peut-être. Après, on a eu Sitges, on a eu un prix. Enfin, tu vois, il y a eu une petite renommée du Dernier Voyage. On a été identifié. Et Jean Reno, évidemment, a tellement participé à ça. Enfin, sans Jean Reno, j'aurais pas eu l'argent que j'ai eu. Le peu d'argent qu'on a eu fait partie, c'est ce MG Vente Inter. Et en fait, le distributeur international Kinologis, il a quand même mis pas mal, quoi. Même s'il était couvert par Sofika, ça représentait beaucoup d'argent. Une vraie prise de risque aussi de sa part. Oui, bien sûr. Et il faut le saluer là-dessus, ouais, c'est clair. Le film, il restait combien de temps à l'affiche ? Le film, il restait une très bonne question, piège. Combien de temps ? Je sais pas, 4 semaines, je dirais. Il y a une pression des exploitants à ce moment-là, quand même ? Ou pas du tout, au contraire, ils étaient... Non, pas de pression. C'est marrant, cette question, je ne saurais pas y répondre, parce qu'en fait, je ne me suis pas posé la question moi-même. Surtout que c'était la réouverture, donc... Non, moi, alors tu vois, là, on a tourné un peu avec Apache, on a fait quelques salles, du coup, avec l'équipe et tout, on a été à Lyon... On a fait quelques villes et tout. En fait, les gens qui nous ont reçus là, enfin les exploitants, nous étaient super contents de nous recevoir parce que c'était genre coup de cœur sur le Dernier Voyage, qu'ils avaient eu une super vie dans leur cinéma grâce au Dernier Voyage. En fait, c'était un peu la fête, quoi, la réouverture des salles, et le Dernier Voyage fait partie du souvenir inconscient ou conscient des gens de cette réouverture, en fait. Combien de copies à l'époque 180. 184, c'est ça, non ? 184, précisément. Ouais. Merci. Plus qu'Apache. Ok. Et tu as analysé les recettes Non, ça s'est transformé en fonds de soutien majoré par le CNC. Merci le CNC qui avait instauré un coef multiplicateur pour justement les films sortis juste à la réouverture. Et ça a ramené 40% en plus de fonds de soutien, ce qui est vraiment pas rien, ce qui m'a en fait, je pense, ramené 150 000 € de financement dans Apache. Que du coup j'ai réinjecté total dans Apache et donc merci c'était cool de nous soutenir, quoi. Enfin le CNC, c'est cool qu'ils aient fait ça, quoi. Et les recettes, il y en a pas pour le producteur, et il y en a, je sais que tous les gens qui ont mis dessus les ventes inter, ils arrivent presque à leur tout le monde, même tout Standam, ils sont tous arrivés à quasiment un niveau, quoi. Donc les films indépendants comme le tien souffrent d'un manque de visibilité. Tu veux dire face aux gros films, on va dire. Ouais. Fonds de moyens, marketing, dispositifs. Est-ce que tu trouves que finalement le système d'exploitation en salle, il est quand même pas vraiment taillé pour ces petits films-là ? Manque de moyens, et tu peux pas leur taper dessus. Tandem reste un distributeur, comme moi, je suis une petite productrice indépendante, et qu'en fait. C'est que je pense que même en ayant un ovni dans les mains qui pourrait faire mieux en salle et tout, on manque de moyens et d'accompagnement. Et je sais pas, je discutais avec un ancien d'EuropaCorp qui a sa boîte de marketing aujourd'hui, qui est en train de mettre un dispositif en place pour justement les indés comme moi qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les distributeurs, pour faire des packages avec des partenariats, avec la FNAC, avec plein de trucs un peu forts comme ça, et de créer une espèce de partenariat pour aider, soutenir, tu vas faire des packages de promotion de marketing bien gaulés pour pas cher. Parce qu'en fait, on est toujours, je vois, tu vois là, on a dépensé sur Apache, c'est 130 000 € pour mettre le film annonce en salle, et finalement tu dis que ça vaut le coup de mettre 130 000 balles pour que ton film soit vu par des gens qui vont voir des films avant. Est-ce que la sortie salle finalement, c'est c'est triste, peut-être, je sais pas si la question est pas un peu pessimiste, mais est-ce que c'est finalement pas mort d'avance, le fait de sortir je t'avouerai que nous on partait pessimiste avec Romain. Si je parle de ce qu'on se disait avec Romain, on était pessimiste, parce qu'en fait on sait que de toute façon on ne peut pas lutter et qu'on peut pas rivaliser.
Et après, on peut se remettre nous en question éditorialement, les films qu'on propose pour un marché salle. Peut-être qu'on n'est pas salle, en fait. Peut-être qu'on devrait être que plateforme, vu la typologie de films qu'on est, et vu que les gens... Mais je suis pas encore sûre de ça, moi. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas encore si c'est parce qu'on n'est pas assez accompagné en termes de force de frappe pour que ce soit... qu'on ait plus de visibilité et que finalement, les gens iraient beaucoup plus en salle. J'arrive pas, en fait, il faudrait que j'ai un retour direct. Si tu vois, les plateformes, ils savent le nombre de gens qui regardent le film jusqu'au bout et qui et quelle cible, parce que tu vois, ils font des algorithmes où tu as aimé ça, tu vas voir ça. J'adorais, j'en parlais d'ailleurs l'autre fois à Table Ronde avec Gaumont, j'adorais qu'on ait ce serait rien, que les salles s'équipent. Tu sais, d'une espèce de box où tu sors et tu peux pas sortir si tu dis pas quel âge t'as. Non mais ça devient con, mais je te jure. Ouais, mais t'imagines les armes qu'on aurait pour la salle. Et d'ailleurs, c'est en train, si j'en parle, c'est que ça doit quand même être dans les discussions, parce que je l'ai entendu, mais d'avoir des vrais outils d'analyse. Parce qu'en fait, tout ce qu'on se demande, c'est en fait, est-ce que vous avez entendu parler d'Apache ? Comment ? Par qui ? Comment ? Ou machin ? C'est qu'en fait, on a un vrai retour direct des gens qui sont en salle, de comment ils ont connu Apache, par quel biais, quel âge vous avez, pourquoi vous êtes venu voir, pour le casting, pour le genre. T'as cet outil-là, t'as les réponses directement sorties de la salle. T'imagines l'outil qu'on aurait, nous, pour aussi se dire que on va pas faire que la plateforme. On peut peut-être aussi un petit peu réfléchir et le CNC avec nous pourrait mobiliser peut-être un peu d'argent pour structurer, enfin, ou les salles eux-mêmes, les exploitants, c'est pas grand-chose. Je pense à un outil analytique en sortie de projo. Mais je pense que ça doit pouvoir, ça doit être faisable. Enfin, je veux dire, toi qui as une carte, ou enfin les gens qui ont un abonnement, c'est ça. Je veux dire, ils ont une carte, il y a l'âge. Je te dis la borne, je suis conne, mais tu vois, en fait, t'as un truc, t'es abonné, tu y vas, quoi, comme quand tu notes sur Allociné, spectateur, en fait, t'as un outil sur la salle qui dit, qui pose 4-5 questions. Il faudrait limite que ce soit obligé, par contre, tu vois, obligatoire, en fait, de répondre à ce truc-là. Ouais, obligatoire, ouais, c'est ça. Non, mais t'imagines l'outil qu'on aurait pour la salle, en fait. Pour nous qui avons, avec Romain, encore envie de proposer et de pas s'arrêter là, même si on finit, je sais pas, à 40 000 entrées, que c'est vraiment pas bon sur Apache, c'est de se dire, attends, en fait, c'est peut-être pas vraiment mort. C'est qu'il y a... Et du coup, ça répondrait aussi sur le dispositif. Visibilité, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens ? Est-ce que parce qu'on est trop genre et que finalement notre cible, elle n'est pas pour la salle ? Moi, je rêverais d'avoir ces réponses-là. Et Romain aussi. Comment se passe la gestion de la vie d'un film lorsque les sorties DVD Blu-ray sont terminées ? Toute la partie vidéo, SVOD peut-être ? Alors, vidéo, c'est dans le mandat du distributeur. C'est plus grand-chose aujourd'hui, mais quand même. Et après, la VOD, ça c'est moi, avec moi sur Apache et sur le dernier voyage, j'avais OCS et Ciné+, et là j'ai OCS Canal+, Ciné+, donc après il restera la fin de course plateforme où j'aimerais bien, je n'ai pas encore vendu le dernier voyage, j'aimerais bien faire un jumelé SVOD sur les films de Romain, parce que vu qu'on est en train de faire le 3e avec un gros groupe, tu vois, il y aura peut-être un sujet aussi pour les plateformes de récupérer un peu de line-up et des débuts de Romain, tu vois. Donc j'attends, je me presse pas. D'accord. Tu t'es frotté à la production d'un film de genre ambitieux, sous-budgétisé. Qu'est-ce que tu retires de cette prise de risque ? Qu'est-ce que j'en retire ? Que ça ne m'a pas démotivé pour continuer. Au contraire, en fait, je trouve qu'il y a quand même ce sentier-là qui est tout sauf facile. Je trouve en termes d'expérience de vie, et quand je dis vie, je la partage avec Romain sur cet aspect-là, parce que c'est un vrai partage qu'on a, lui et moi, un peu fougueux peut-être, mais c'est des aventures, je vais le dire vraiment, je vais accentuer exprès le mot, extraordinaire. C'est vraiment des aventures uniques qui marquent une vie, qui marque une trajectoire, qui d'ailleurs va certainement me courber pour la suite, mais aussi me remettre en question. Hein. Je suis pas obtus jusqu'à me dire je vais faire des films jusqu'au moment où ma boîte va couler, comme ça, dans cette typologie. Mais par contre, je sais qu'on a raison. Je sais qu'on a raison de continuer. On va juste examiner un peu la suite et le marché pour pas non plus être totalement fou, mais non, j'en retiens que du positif, vraiment, en fait. C'est avec David Danesi, mon associé, Emmanuel Duplat qui m'a rejoint récemment. Moi, j'ai quand même... Alors, justement, c'est quoi les pistes de réflexion, là, si on essaie d'anticiper un peu J'ai plusieurs projets, j'en ai 8-9 en développement, j'ai des très beaux projets en animation. J'ai le 3e long-métrage de Romain avec SND, et c'est une super collaboration parce qu'on est vraiment... Là, c'est la première fois que je suis épaulée même en écriture avec SND. J'ai toute une équipe opérationnelle
qui en fait est en réunion avec moi et avec Romain. On certainement prendre même un autre scénariste pour renforcer Romain sur peut-être des choses où on sait qu'il faut travailler. C'est avoir les moyens pour staffer Romain, lui trouver son binôme monteur, où Romain, tu vois, prend du recul et même s'il garde le lead surtout, mais en fait il faut l'armer et lui donner le moyen de ses ambitions. Sur Apache, il avait quand même un monteur. Je lui avais mis tout ce qu'il fallait, mais humainement ça n'a pas matché. D'accord. Mais je veux dire, est-ce qu'on est encore sur du film de genre français? Non. Et donc j'ai aussi une comédie qui s'appelle Elvis et Tchernobyl, bien barrée. Elvis et Tchernobyl, et c'est avec Pascal Bourdieu en réalisation. J'ai une série sur les enchères Drouot, un peu à la 10% ou à la Succession. Là, je suis repartie avec Nassika Guéry-Karamagounas, qui est un des talents que j'ai défendu dans l'écurie des jeunes talents. Donc j'ai produit son premier film I Love Grease. Pareil en mode commando, et donc là je l'ai mis sur cette série Drouot où je suis en coproduction avec la BBC France, et je discute avec Romain. Je l'ai mis sur un projet pour Futuroscope. On a remplacé l'âge de glace, et on a mis un film qui mélange toutes les technologies, donc qui résume bien aussi mon univers. Donc c'est animation, live, mais en mode super-héros Marvel, etc. Et on a fait un film de 12 minutes qui est un échantillon de films de super-héros à la française, et on a sorti des vieux comics français des années 50 qui ont été abolis par décret Seconde Guerre mondiale parce que les jeunes devaient faire la guerre et pas s'amuser. Et on en a fait un film avec Romain, donc c'était une commande du Futuroscope, sauf que l'univers on l'a créé ensemble. Et avec François-Xavier Aubag aussi, une autre boîte. C'est quelqu'un qui vient de chez Buff, avec qui je collabore sur toutes les attractions, parce que je me suis aussi occupée d'Arthur Léminimoy, Lapin Crétin au Futuroscope. Du coup, je travaille avec eux depuis longtemps. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, c'est un autre univers que j'adapte en long métrage avec Romain. Donc j'adapte ce format du Futuroscope qui cartonne bien, et tous les gens sortent des 12 minutes en mode mais c'est où la suite, on veut un film et tout. Du coup, je vais peut-être m'associer avec une très belle boîte de prod aussi qui m'a approché. Et l'idée aujourd'hui, comme je suis indé et seul, c'est de venir m'associer avec des gros, sur Canal ou d'autres, ou de pas tout faire tout seul, en fait, je peux pas. Du fait que maintenant tu es sorti en fait le second long métrage de Romain, quelles écueils tu as évité de ce qui s'était passé sur le dernier voyage et que tu as essayé d'éviter sur Apache? Une super équipe technique. J'ai vraiment une super équipe technique sur le film. Il y a plein d'aspects, et sur la partie histoire, je pense qu'on s'embête pas du tout dans Apache, que c'est vraiment un film qui nous ressemble, encore une fois, qui est un peu explosif, qui peut diviser, mais en fait c'est vraiment une proposition coup de poing, quoi, où on s'exprime on pense un genre qui peut plaire aux jeunes, qui leur parle, qu'on n'est pas obligé de faire un film historique en étant dans des codes noirs et blancs ou tristes parce qu'on est en 1900. C'est exprimer, en fait. On se nourrit, en fait le cinéma se régénère, c'est une boucle. Romain, il se référence, on lui dit souvent t'es référencé. On est tout le monde est référencé. Tarantino n'est que référence. Après c'est Tarantino, on va pas du tout aller sur ces là, oh mon Dieu. Mais par contre en fait c'est en gros on est tous nourris de la même chose, on est tous êtres humains, on se nourrit d'histoires, de trucs qui nous font rêver. Donc en fait après on fait au mieux pour essayer de se le réapproprier, de repartager ça dans une autre sauce au public, parce qu'en fait, c'est une boucle. Donc en fait, je trouve que Apache, encore une fois, elle a défaut des moyens qu'on a eu pour le faire. Et puis peut-être qu'on n'est pas... on verra si... peut-être qu'on n'est pas sale, qu'on n'était pas assez sale, pas assez de visibilité, pas assez de moyens pour sortir ce film. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dans une continuité avec le dernier voyage quelque part. Donc j'ai un peu du mal à dire, au-delà du fait que je trouve qu'on s'emmerde vraiment pas, que c'est 1h30. Le côté algorithme, où en fait tu t'emmerdes et tout ce qu'on m'avait reproché des plateformes sur le dernier voyage, je pense que sur Apache, les premiers gens qui l'ont vu du milieu m'ont dit c'est un film Netflix, quoi. Enfin, c'est un film, tu fais cartonner sur le réseau. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment un truc qui va avoir une très 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 belle vie après, la salle, je pense. Tous les gens qui seront passés à côté, parce que manque de visibilité,
il est fort probable qu'à Page, dans 1 an, 2 ans, il y ait une super bien en mode c'est quoi ce film, putain, je l'ai pas vu passer quoi. Après vous êtes peut-être les dommages collatéraux de l'époque dans laquelle on vit, le prix du billet est excessif pour celui qui n'a pas d'abonnement. Je veux dire, quand tu vas voir un film que tu connais tu vois là, Les Mousquetaires, c'est ça, c'est que moi j'ai eu des échos ce week-end où tu vois, parce que moi mon équipe ils sont jeunes, ils ont 27 ans, on est pile poil la cible d'Apache, et c'était le débrief de ce matin du week-end, c'était mais en fait ce mois-ci, je vais aller voir le dernier Les Mousquetaires, c'est 14 €, je peux pas faire les deux. Et ça, c'est une réalité de la vie qui coûte cher, du cinéma qui coûte cher. Et que, en fait, quand tu vas au cinéma, t'as pour le double de popcorn et d'une boisson. Et quand tu te déplaces, voilà. Ouais, ça fait un budget. Ouais. Alors, du coup, comment tu vois l'avenir des salles ? Est-ce que tu vois d'un bon œil la présence des plateformes ? Est-ce que pour toi c'est le chemin inéluctable avec tout ce que tu as déjà vécu maintenant Moi, c'est-à-dire que l'émotion que j'ai quand je me rends dans une salle obscure est même pas comparable et mesurable avec ce que je peux. Je regarde tellement de choses. J'adore les plateformes. Je suis trop fan d'avoir des plateformes aujourd'hui. Je les ai toutes d'ailleurs. Et je regarde tout, du plus pointu sur Apple. Je suis hyper gourmande de tout. J'ai Canal, j'ai tout en fait, j'ai tout. Et donc je regarde tout ce que je peux et dans tellement de genres différents. Et par contre, j'ai même eu la plateforme des Césars cette année pour voter. Petite blague. Non, mais du coup, c'était vraiment un cinéma très spécifique. Et c'était cool aussi. C'était cool en fait de me nourrir aussi de tous les films d'auteur et tout, de tout ce qu'on fait en France. C'est vraiment cool. Et à côté de ça, comment je pense que d'ailleurs ils le disent, les chiffres parlent. On est en train de revivre une très belle ascension côté salle. Ça a repris. Les chiffres sont même plutôt super positifs, donc tout le monde est reboosté, on va dire. Après, c'est une typologie de film qui en fait, finalement, on est toujours dans ce truc de entre 15 et 20 films qui sortent par semaine et on va à la boucherie. Et moi, je m'inclus sur le côté remise en question. Est-ce que finalement, je fais des films qui sont destinés à la salle et que du coup, je rentre dans ce côté boucherie, en fait, et puis je continue en mode politique de l'autruche, et puis je vais continuer, à aller convaincre tous les partenaires, parce qu'en fait, on va toujours faire les mêmes films qui, de toute façon, ne vont pas marcher, et c'est là-dessus que moi, en tant que productrice, je dois vraiment me poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que je rêverais de ces outils-là, sortis salle, parce qu'en fait, je veux tellement continuer à faire de la salle. Mais si je fais de la salle, il faut que je me questionne. Il faut vraiment que je travaille ça pour faire de la salle. En fait, je me satisferais pas, je vais pas me satisfaire à faire quelques entrées, si je fais de la salle, si je continue, il faut que ça marche. Parce que je vais en avoir envie, à un moment donné, que ça marche. Ouais, bien sûr. Donc la salle va continuer, j'en suis sûr. De toute façon, c'est tellement magique et je sais pas. Il y a des recettes qu'on connaît après, je veux dire, je sais pas. On va pas citer encore les exploits de Luc Besson, mais je veux dire, comme tu le dis, il y a des recettes qui marchent plus que d'autres. Ouais. Est-ce que finalement, tu fais pas tout pour ne pas tomber dans ces recettes-là ? Parce que finalement, tu les connais. Pour l'instant, oui. Mais je suis en train de te dire que, je t'ai dit quelques minutes avant que, il faut que... Et avec Romain, je l'inclus parce que le 3e long métrage, on a signé avec SND en juin dernier. Et la commande, c'est on fait un film entertainment grand public. Grand public, c'est-à-dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va taper très large. Et on est en train de travailler sur le scénario en tapant très large. Et finalement, l'expérience Apache qu'on est en train de vivre, forcément qu'SND la regarde aussi, et qu'en fait, ça ne va qu'appuyer tout ce qu'on se dit pendant qu'on est en train de travailler en brainstorm sur l'écriture de ce 3e long. C'est attention, c'est que là, en fait, il y a ce que nous, on veut faire en tant qu'indé, et ce que le public va recevoir au plus grand nombre. Et c'est que là, nous, on doit faire des efforts pour arrêter d'être un peu chien fou et de ne pas entendre qu'il faut quelque chose de plus digeste et accessible peut-être pour le plus grand nombre aussi. Ça risque d'être pas simple. Ouais, ça va le faire. Puis après, non, forcément, j'ai envie de faire de la comédie, mais la comédie un peu déjantée quand même. Bon, du coup, ça peut être une question à une longue réponse. Et du coup, pour toi, Vente Fanny... Inter. Non, je rigole. J'ai failli le dire. Franchement, tu m'as coupé la gag. Vente Inter. Du coup, pour toi, c'est quoi le succès ? Alors, il y a d'estime ou financier ? Parce que pour l'instant, on parle. En quoi qu'est-ce que tu mets en premier en fait, je pense que ça répond par rapport au fait que le dernier voyage, j'ai, avec mon associé, perdu beaucoup d'argent. Et qu'en gros, quand tu perds beaucoup d'argent, tu sais qu'un succès d'estime pour continuer. Donc, c'était pas financier. La recherche n'était pas financière. C'était passionné.
c'est vraiment l'amour de mon métier, l'amour de cet art-là, parce que il y a que ça qui me porte depuis le début. Sinon, en fait, j'aurais jamais fait comme Romain l'avait dit au départ. Je lui ai dit d'arrêter de dire ça parce que ça me saoulait de dire que j'étais un peu folle et tout, mais le côté en fait assez folle pour le faire. C'est qu'en fait, donc, j'ai jamais fait parce que j'avais assez d'argent pour le faire. Je l'ai fait parce que j'aime ce métier-là. Donc c'est forcément une reconnaissance et un succès d'estime qui est en fait, je trouve ça trop génial, quoi. Ce qu'on fait, quoi. De proposer des choses différentes qui même le sont pas vraiment, mais j'appelle comme ça du film un peu entertainment, quoi, parce que Le Dernier Voyage, c'est ce qu'on a essayé de faire, même si c'était un peu poétique et tout. Après, de manière parce que maintenant que je suis plus dans le business et que maintenant ma boîte elle a 5 ans, c'est déjà cool, mais en fait maintenant j'ai des responsabilités qui dépassent Fanny Payoux et un naufrage ou 2 petits naufrages, et maintenant pour continuer j'ai dû aussi embarquer des gens dans l'aventure, et pour ça j'ai fait rentrer ces gens-là en étant convaincu que ma société allait marcher, et que pour ça, ma stratégie devait justement s'ouvrir et pas que faire un petit film indé tous les 2 ans, un peu risqué. Donc évidemment, pour répondre, c'est depuis 1 an et demi, la réflexion sur Apache chez ma société, c'est d'aller justement m'exposer sur d'autres catégories, pas que du genre un peu niche, mais surtout de continuer à développer avec Romain cette envie de faire justement de l'entertainment, et plus que niche, parce qu'on faisait ça aussi parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc si maintenant on donne un peu plus de budget pour faire les choses, je pense que naturellement, on en reparlera dans 2-3 ans, il va y avoir une grosse évolution. Ta dernière claque cinématographique? Babylone. Avatar. Babylone. Le dernier. Babylone. Le Babylone de Kassovitz, bien sûr. Non, je déconne. Bien sûr. Non, Babylone, la liberté en fait. La liberté m'a soufflé fort. D'accord. La liberté de ce film. Oui, outrancier, tout ce que tu veux, mais j'ai trouvé ce film ultra libre. Et en fait, pour moi, le cinéma, c'est la liberté. Et je trouvais ça magnifique. Enfin, très fort. Moi, ça m'a... ça 3h15, Avatar, j'ai trop kiffé, je les mets au même niveau. Mais je trouve ça fou en fait. Après, c'est tellement d'argent. T'en rêves? Non, le mec il est trop fort, j'ai adoré Whiplash, je suis une grosse fan en fait. Ouais. Mais après, ironie du sort, c'est que ça marche pas du tout aux États-Unis, mais ça marche ici. Je trouve ça dingue. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Quelle qualité faut-il pour être une bonne productrice? Quelle qualité faut-il? Il en faut plusieurs. Il faut le pif, la vision. Moi, c'est la première, en fait. Vision sur quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est en fait sur un objet que quelqu'un a fait. Parce qu'en fait, le nombre de fois où j'ai rencontré des réals qui voulaient être réals et qui n'avaient rien fait, tout, c'est très compliqué, en fait. Donc, forcément, il y a toujours ce premier outil qui fait que je dis il y a quand même quelque chose qui me parle, et après c'est d'avoir le pif pour se dire en fait il y a beaucoup d'ingrédients qui font que même si ça va être dur, le chemin va être long, mais en fait ça va aller quelque part. Ça, c'est pour moi le producteur, c'est ça, c'est celui qui sait repérer quelque chose qui sort, qui émerge et qui a la vision. Après c'est la personne qui va se battre comme je l'ai fait pour trouver l'argent, pour donner les moyens à cette personne très très talenteuse qui va émerger, de travailler. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut le sens du business, quand même, un tout petit peu. C'est-à-dire, t'as quand même, faut vite capter, c'est très complexe parfois le montage financier d'un film, et moi j'ai tout appris sur le tard en le faisant. Et j'en ai pas honte, je le dis. C'est vrai que c'est un des derniers métiers que j'ai appris, dans tous les métiers que j'ai appris. Et c'était pas des moindres. Et finalement, le fait d'avoir eu tous ces outils avant, de comprendre tout le système du terrain, je l'ai fait à l'inverse de tous les gens avec qui je travaille, qui sont devenus producteurs. J'ai fait tout l'inverse. On est peut-être, il y a une autre fille comme ça qui s'appelle Vanessa Jean, que j'aime beaucoup, qui a Die Productions, qui s'est fait racheter récemment. Et Vanessa, pareil, on faisait de la mise en scène ensemble sur Arthur et les Minimoys, et en fait elle a monté sa boîte. Donc on a un peu le même parcours en fait, nous on est parti du terrain, stagiaire machin, pour devenir producteur, ce qui fait que les chiffres et le business, moi j'ai fait 20 ans de prod exé, donc terrain, mais sans les chiffres. Donc tu vois, j'en avais une idée, puis quand t'étais dans des grosses boîtes comme EuropaCorp, Ubisoft, tu étais un tout petit peu décorrélé de la réalité. Non mais c'est vrai, je le dis, parce qu'en fait du coup c'est encore plus violent
quand toi, tu mets le nez dedans, tu mets attends, mais c'est pas comme ça à l'époque. À l'époque, Fanny, réveille-toi. Bon, donc non, c'est compliqué. En fait, faut pas avoir peur d'avoir mal. C'est les montagnes russes, la production. C'est vraiment les montagnes russes. Donc si t'es faible, un peu fragile, faut y aller. Avoir de la ténacité, quoi. Ouais, beaucoup. Fanny, merci. Merci à vous, c'était cool. Merci. C'est la fin de ce 4e hors-série de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.